Et bonjour, petite fougère de YouTube. Nous voici repartis pour les live lectures de sciences sociales. Ça y est, on s'y remet. Après un long moment d'attente, à peu près un mois en fait, hein, un peu plus d'un mois, on se remet sur En toute puissance. On va reprendre les live lectures parce que du coup ça fait plaisir quand même de lire des ouvrages de qualité, hein, on va pas se mentir. Ça fait du bien, notamment la dernière partie qu'on avait lue a été vachement bien, puisque on avait lu le passage qui s'occupait du cœur immaculé, et donc des nonnes qui avaient fait sécession, on va dire, qui avaient quitté les ordres pour aller notamment pour certaines devenir tout simplement des militantes féministes, des militantes LGBT. Certaines avaient même carrément avoué et mis en avant leur lesbianisme et ainsi de suite. Et c'était vachement intéressant de voir que tout ça était arrivé après tout un tas d'échanges avec notamment Rogers sur justement tout ce qui est on va dire du travail sur comment faire, sur comment le faire par soi-même, un peu se détacher de tout ce qui était on va dire les instances organisatrices classiques de l'Église, et la prise de décision, on va dire à un niveau plus sur le terrain, quoi. C'était vraiment bien, c'était vraiment cool. Et donc là on va passer à la suite. Est-ce que cela va nous servir à étendre l'autodétermination? Les apports de Rogers sont au cœur de la SDT, à travers les notions de plein fonctionnement, d'authenticité, de l'autodétermination même. La SDT est dans la continuité de Rogers. L'angle des écrits de Rogers porte davantage sur la personne, sur la façon de libérer son autodétermination. Mais dans les faits, Rogers a tout de même œuvré à un niveau plus distal. On a cité l'expérience dans les IHM, qui a été relativement massive, mais Rogers a aussi fait des groupes pour la résolution de conflits, parfois avec des dirigeants. La méthode permet d'aider la personne, le groupe, à développer un empuissantement nouveau, transformateur, et cela entraîne des effets sur les environnements sociaux, parce que cette transformation est concrètement générée par les actes. Ainsi, les écrits de Rogers sont particulièrement riches pour comprendre comment adopter soi-même une posture, qui aide à libérer le potentiel de la personne, à l'aider à surmonter de façon autonome les obstacles. Cependant, comme Rogers l'explique notamment dans sa perception de l'apprentissage, ce savoir demande à déconstruire une idée de l'homme qui serait perçue comme essentiellement mauvais, médiocre, irrationnel. Sans quoi, évidemment, on peut rejeter tous les apports de Rogers ou l'adopter d'une façon mal comprise. Intégrer les savoirs de Rogers, tout en gardant cette idée que l'humain est médiocre, transformerait ces techniques en de la pure manipulation. Et cela ne vaut pas que pour les rapports de Rogers. On verra à de nombreuses reprises que quantité d'idées qui reposent sur une vision autodéterminante de l'humain, donc visant sa liberté plutôt que son contrôle, sont à mon sens tordues, détournées, non pas nécessairement par un machiavélisme, par intention malveillante, mais parce que cette idée qu'il faut se méfier de l'humain, que ce soit par peur ou par esprit de compétition, transforme les savoirs, les détourne, les ampute. Or, les techniques de Rogers ne peuvent absolument pas fonctionner si celui qui veut les appliquer ne croit pas un minimum que la personne puisse développer un potentiel positif bien à elle, qu'il faudrait la modeler selon le potentiel positif qu'on a pu imaginer pour elle, et qu'on ne la laisse pas créer son propre rapport singulier au monde. Donc là encore une fois on revient sur cette notion. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà fait en live, je vous avais fait un live entier justement avec l'état des recherches actuelles en sciences sociales, en psychologie sociale, sur est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, tout ça. Et globalement la plupart des recherches qui sont faites, et je parle bien des recherches, sont pas du tout du côté de cette vision-là du monde. Au contraire, on a a priori plutôt une espèce qui est tournée vers la coopération, vers l'entraide. Bien sûr qu'il y a des comportements qui sont des comportements égoïstes, qui sont des comportements, on va dire, négatifs, mais en général, vous allez avoir plus facilement en fait des comportements d'entraide qu'autre chose. Parce que notre espèce est une espèce qui est faite plutôt pour vivre en groupe, et justement qui va mettre assez naturellement l'entraide en place. Encore une fois, il faut ici prendre en compte que l'entraide, c'est pas parce que vous allez avoir de l'entraide dans un certain groupe que ce groupe va faire de l'entraide avec d'autres groupes. Justement, tout est une question de à quelle distance et à quel niveau de groupe on va se poser. Si vous avez des gens, et c'est comme ça que vous avez tout ce qui est nationaliste ou quoi, qui vont se mettre en place et qui du coup sont pas du tout dans l'entraide, en fait, avec les autres groupes. Par contre, au sein de leur groupe identitaire,
Là par contre il y a beaucoup d'entraide, là ils sont dans une coopération et ils vont s'entraider les uns les autres. Et de même, c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui à un moment donné va avoir de l'entraide qu'il va faire de l'entraide à d'autres moments aussi. Dis, j'y pense maintenant, mais ça serait pas mieux de faire des live lecture le matin et des live gaming l'après-midi, comme ça c'est régulier et tu n'en auras pas trop marre de l'un ou de l'autre. Non, parce que en fait le truc c'est que pour le coup, heureux, j'ai loupé la fin de Stromae. Ah, bah si tu veux, il faut aller voir la. Comment ça s'appelle? J'allais dire la rediff du live, mais là tu peux normalement, je crois, déjà voir ce qui s'est passé un petit peu avant, quoi. Je crois que tu as un moyen de voir ce qui s'est déjà passé pour essayer de rattraper. Pour le coup, pour répondre à Castigmat, le truc c'est que j'ai pas envie de faire des live lectures tous les matins. Je ne veux pas faire que du live lecture tous les matins, c'est absolument pas mon délire. J'aime beaucoup faire des lives de sciences sociales, j'aime beaucoup la vulgarisation, que ce soit la lecture d'articles d'actualité ou lecture de textes comme là en l'occurrence en toute puissance. Pour autant, je ne veux pas me maintenir et me bloquer à ça parce que en fait ça me porte sur le moral, notamment quand on va faire des lectures qui sont notamment d'actualité. Ça me bouffe complètement. Avant je faisais 2 lives d'actualité par semaine, le mardi et le jeudi, et le fait est que j'ai fait ça pendant 3 mois et en fait j'ai arrêté parce que ça me bouffe, et c'est pas une question de régularité et que je m'ennuie, c'est une question que voir l'actualité ça me déprime, ça me bouffe. Et faire des live lectures ça me plaît énormément, mais ma chaîne elle est quand même en grande partie plus tournée sur le jeu vidéo. Quand bien même je mets en avant ma casquette de psychologue social et que je fais de la vulgarisation de sciences sociales, j'ai choisi spécifiquement de ne faire de live de sciences sociales que le mardi et le jeudi, sur les anciens créneaux des live lectures d'ailleurs, parce que justement je veux qu'il y ait un peu moins de live lecture, un peu moins de live de sciences sociales et un peu plus de live de jeux vidéo. Je ne m'ennuie absolument pas et je ne me lasse absolument pas de faire du jeu vidéo, bien au contraire, je m'éclate là-dessus. C'est juste que je ne veux pas non plus ne faire que du jeu vidéo, et le rythme que j'ai me convient parfaitement. Faire tous les matins en fait des lives de lecture d'articles ou de livres, ça me tente pas, dans le sens où à la base sur le papier je suis pas censé faire des lives de 9h du matin à 17h comme je le fais depuis 3 mois ou 4 mois. Sur le papier je suis censé faire des pauses, je suis censé m'arrêter au bout de 4-5 heures de live, pas plus, parce que j'ai une santé assez faiblarde et que je me fatigue énormément et que en vrai je suis pas très comment dire, je suis pas très prudent et je ne fais pas très attention à ce que me dit mon corps. Et ça c'est un problème récurrent chez moi, il faut que je travaille dessus et j'essaie de travailler dessus. C'est pour ça aussi que j'essaie de couper les lives un peu plus tôt ces temps-ci et depuis un bon mois, même si j'y arrive pas du tout forcément, loin de là. Mais il faudrait que je prenne un peu plus le temps de prendre soin de moi, et c'est compliqué avec ma manière de penser, c'est compliqué avec ma manière de faire. Mais pour le coup, si je faisais des lives où le matin je faisais surtout de la lecture et l'après-midi surtout du gaming, en fait au final je ferais surtout de la lecture et je ferais pas beaucoup de gaming. Et c'est pas ce qui me convient, c'est pas ce qui me tente. Vraiment, c'est pas le délire que je veux sur ma chaîne, c'est pas ça que je veux faire. Encore une fois, je veux garder des lives de lecture et des lives de sciences sociales, de vulgarisation de sciences sociales fortement. Ça me plaît énormément et je veux continuer à les faire, mais je ne veux absolument pas que ça devienne 50-50 et je ne veux absolument pas que ça devienne plus de live lecture que de live gaming. C'est encore une fois pas la manière dont je veux faire ma chaîne. Voilà, du coup, pour la petite réponse. Chacun sa manière, mais il faut que tu suives ton programme les mardis et jeudis. Bah, il faut que je suive mon programme, oui et non. Le truc c'est que j'ai quand même la chance de faire un métier qui est extrêmement agréable à faire, en l'occurrence, en tout cas pour moi, de streamer. Et en l'occurrence, si j'ai pas envie de faire le programme, je fais pas mon programme. C'est pas pour rien si je vous mets pas de planning en début de semaine ou quoi. Si j'ai envie de changer le programme en cours de route, je veux et je change le programme en cours de route. Si à un moment donné je vous dis bah oui, normalement les mardis et jeudis c'est toujours les live lecture, et qu'une fois ou deux, voire même un mois, je vous dis bah en fait non, là je veux faire du jeu vidéo, bah j'ai le droit en fait, parce que c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux, et pour le coup j'ai pas envie, et ça me détruirait et je pense que ça me boufferait dans mon activité si je devais absolument me conformer à ça. C'est pas quelque chose qui me conviendrait, vraiment. J'ai envie et j'ai besoin de pouvoir gérer ma chaîne et le contenu que je produis comme je l'entends. Du coup, je sais que bah, des fois je vous dis oui, voilà, le mardi et le jeudi c'est forcément de la lecture, et puis en fait au final vous arrivez et puis je vous dis ah bah en fait non, on va faire du jeu vidéo. Oui, c'est vrai, ça arrive.
Ça arrivait plusieurs fois et ça continuera d'arriver, je vous le dis, hein, ça continuera d'arriver. Et à contrario, des fois, le lundi, le mercredi et le vendredi, normalement c'est jeux vidéo, puis vous arrivez, puis finalement on fait une lecture d'articles. C'est plus rare, mais ça arrive aussi. Et pareil, je continuerai à faire en sorte que ça arrive parce que j'ai envie, en fait. Parce que là, peut-être qu'il y a eu une sortie de jeu qui m'a plu, et du coup j'ai envie de pouvoir le faire. Sachant que c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Exactement, exactement. Coucou Kirit, j'espère que tu vas bien ce matin, que tu te portes bien. Comment vas-tu, toi? Moi ça va bien, ça va bien. On est en pleine lecture de sciences sociales, du coup, sur En toute puissance, de Vici Saxo, qui est du contenu de qualité. Et on est en train de parler de Rogers, et on est en train de parler de la nature humaine. Et du coup, j'étais en train de faire... Oups là, je me suis emmêlé dans les fils. J'étais en train de faire un retour sur un live qu'on a fait, bon, il y a déjà pas mal de temps, justement sur l'état des connaissances en sciences sociales, où justement ce qui est plutôt mis en avant, c'est que l'humain n'est pas vraiment un loup pour l'homme, contrairement à ce que beaucoup de gens mettent en avant. L'humain n'est pas médiocre, l'humain n'est pas une sombre merde qui va toujours systématiquement aller vers le mauvais choix, le choix du négatif, le choix de l'égoïsme et ainsi de suite. Au contraire, on est plutôt dans une vision et dans une manière de fonctionner qui est plutôt coopérative, de l'entraide. Encore une fois, en prenant en compte les limitations de à quel groupe est-ce qu'on fait référence, du fait que ce n'est pas constant dans le temps, c'est pas parce que vous avez aidé une personne à un temps 1 que vous allez forcément aider une personne à un temps 2. Tout va dépendre du contexte, tout va dépendre de plein d'éléments à prendre en compte, mais de manière générale, l'espèce humaine est plutôt une espèce qui est sur la coopération, sur l'échange, sur une dynamique plutôt positive. Et ce qui est étonnant en fait, c'est que cette vision du monde où l'homme est un loup pour l'homme, elle vient beaucoup en fait de travail fait notamment par des auteurs, par des philosophes, et en fait ne se repose pas sur des connaissances, ne se repose pas sur des connaissances scientifiques, ne se repose pas sur des travaux qui ont pu prouver en fait cette vision-là du monde. Et même au-delà de ça, on se rend compte que d'un point de vue du fonctionnement sociologique, du point de vue des sciences, en fait, les explications pour expliquer les comportements avec cette vision justement de l'humain comme étant négatif, comme étant un loup pour l'homme, tout ça, en fait est bien plus complexe et va vachement plus se prendre la tête pour expliquer les comportements et tout un tas de comportements, alors que ça n'a pas de sens en fait. C'est là où c'est assez rigolo, c'est que scientifiquement parlant, on sait que de manière assez récurrente, la solution et l'explication la plus simple est souvent la plus valide. Parce que justement la nature, elle va pas forcément détourner dans tous les sens. La nature, elle va essayer d'avoir la solution la plus optimisée. L'évolution fait que globalement, on a le chemin qui va à terme être toujours le chemin le plus simple, on va dire, le chemin évolutif le plus simple. Je vulgarise très fortement, mais c'est pour vous donner la vision du chose, on va dire, la vision de la réflexion qu'il y a derrière. Et du coup, en fait, quand vous avez une vision du monde où en gros on vous dit il y a un bloc monolithique à voir, c'est que tout le monde est toujours méchant et tout le monde est toujours un connard, et même les actes de bonté, en fait, c'est des actes de connard. En fait, ça n'a pas de sens, parce que pour expliquer ces actes, notamment les actes, on va dire, bénéfiques, avec cette vision du monde, il faut détourner dans tous les sens, essayer de faire un chemin complexe pour en fait retomber sur ses pieds. Là où, au contraire, une vision qui est la vision, on va dire, plutôt positive, et qui, par contre, contrairement d'ailleurs à ça c'est aussi un point important, c'est que la vision où l'homme est plutôt positif, n'est pas un bloc monolithique, contrairement à la vision de l'homme est plutôt négatif, qui est un bloc monolithique. Pourquoi ? Parce que dans la vision du monde où l'homme est un loup pour l'homme, en fait la théorie part du principe que tout acte est forcément négatif. Point. Même si tu vas faire un acte bénéfique pour quelqu'un, en fait c'est parce que tu es égoïste, et c'est parce qu'en fait tu veux te faire du bien, parce qu'en fait tu veux être bien vu, ainsi de suite. Bref, parce que tu veux y gagner quelque chose pour ta pomme. Donc le côté négatif est là. Et en fait tu vas retranscrire tout ce qui se passe par rapport à cette vision-là. Alors que dans la vision bénéfique, tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas de comportement négatif. Tu ne vas pas dire qu'il n'y a pas de comportements qui sont justement faits juste pour ta pomme. Tu vas dire que en fait pour tout acte, tu vas avoir une pluralité de points de vue différents qui vont être concomitants, qui vont plus ou moins expliquer ton comportement. Et ce qui va compter en fait, c'est quel est le facteur explicatif qui explique le plus. Dans ta décision, tu vas forcément avoir un aspect, on va dire individualiste, tu vas forcément avoir un aspect bénéfique, tu vas forcément avoir un aspect par le contexte, ainsi de suite. Bref, tu as tout un tas de raisons qui vont pousser ton comportement à être celui que tu vas adopter. La question qui compte en fait, c'est quelle est
parmi ces différents éléments, celui qui a le plus contribué au fait que tu as fait cette décision. Et si cette décision qui a été faite en majorité parce que tu avais envie de faire plaisir à quelqu'un, admettons, bah là du coup on va dire c'est un acte bénéfique. Là tu es sur une dynamique positive. A contrario, si tu dis que justement pour le coup quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait c'est juste un acte égoïste, principalement un acte égoïste, et c'est un acte égoïste, c'est pas grave. Mais le fait est que justement c'est une explication qui est beaucoup plus logique, puisque déjà on admet qu'il y a tout un tas de facteurs qui vont rentrer en compte. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas logique scientifiquement parlant sur la théorie où l'homme est un loup pour l'homme. C'est que de dire en fait, quoi que tu fasses, t'as qu'une seule vision et c'est la même et basta, ce n'est pas cohérent avec le fonctionnement des sciences. Parce que les sciences n'ont jamais, en tout cas les sciences sociales s'entend, n'ont jamais pu mettre en avant qu'il y avait un facteur qui expliquait tout et puis c'est tout et c'est fini. Généralement, on voit qu'il y a tout un tas de facteurs qui existent et qui vont expliquer plus ou moins tel ou tel comportement, telle ou telle chose, selon le domaine de recherche que vous faites en social, en fait, en psychologie sociale. Mais de fait, il n'y a jamais un comportement qui soit étudié où on peut déterminer qu'il est uniquement et entièrement motivé par tel truc et c'est tout. Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, dans ces différents facteurs qui vont expliquer la décision, il ne faut pas non plus partir du principe que tous ces facteurs-là vont tous dans la même direction. Potentiellement, vous avez certains de ces facteurs qui vont vous tirer dans l'autre sens, vous dire non, il faut surtout pas faire cet acte-là. Vous allez quand même faire cet acte-là parce que le facteur explicatif qui va le plus expliquer va vous pousser à le faire, mais vous avez dans votre décision, dans votre prise de décision, tout un tas d'éléments qui vont rentrer en compte et qui ne sont absolument pas tous dans la même direction. Certains vont vous dire d'aller complètement à l'opposé des décisions que vous allez finalement prendre, d'autres un petit peu décalés vers la droite, d'autres un petit peu décalés vers la gauche. Enfin voilà, je vous donne une image, encore une fois, c'est de la vulgarisation très, très vulgarisée, mais c'est pour vous faire comprendre que pour le coup, la nature, on va dire, humaine mauvaise, elle n'a pas de pertinence. Scientifiquement parlant, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui pense et qui laisse à penser, qui laisse à prouver que c'est valide. Au contraire, bien au contraire. C'est comme quand tu te fais à manger, tu fais ce que tu veux aussi. Oui. Bah oui et non, moi c'est compliqué, je peux pas me faire à manger ce que je veux. Mais ça, c'est à cause de ma santé pour le coup. Perso, je pense que chaque humain est différent. Certains vont s'améliorer tout le temps et d'autres vont régresser, mais l'un peut devenir l'autre d'un jour à l'autre. Bah, oui et non, parce que en fait, je suis pas d'accord avec le début de ta phrase et je suis plutôt d'accord avec la seconde partie de ta phrase. En gros, la première partie de ta phrase, c'est que certains vont s'améliorer avec le temps et d'autres vont régresser. Ce qui pourrait laisser à penser que, en gros, quand tu nais, tu as on va dire, une recette humaine qui fait que lui, cet humain-là, il va forcément s'améliorer, lui, cet humain, il va forcément planter. Je suis pas d'accord, en fait. Là-dessus, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, c'est pas constant dans le temps. Tu vas avoir tout un tas d'êtres humains, et c'est pour ça que par contre, je suis plutôt d'accord avec ta deuxième partie de phrase. Tu vas avoir tout un tas d'êtres humains qui, dans certains contextes, vont aller en s'améliorant. Et encore, il faut définir qu'est-ce que s'améliorer aussi, et ça va dépendre de beaucoup de choses. Parce que est-ce que c'est s'améliorer en fonction de ses valeurs? Si oui, les valeurs, c'est absolument pas universel. Les valeurs, c'est très personnel. C'est quelque chose qui, du coup, va dépendre totalement de notre vision du monde personnelle. Donc, bref, mais là, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais en gros, on va avoir des gens qui vont s'améliorer parce que le contexte fait qu'ils peuvent s'améliorer, qui vont s'améliorer, ok. T'as d'autres personnes qui vont pas s'améliorer, ok. Mais ce contexte peut changer du tout au tout. Ça peut être sur certains éléments, quelqu'un va régresser, mais cette même personne sur d'autres éléments va au contraire évoluer et s'améliorer. Enfin, c'est pour ça que pour moi, en fait, le début de ta phrase est pas adéquat dans le sens où ça pourrait laisser à penser que on va forcément dans une ligne et on peut pas en décaler tout au long de sa vie, et ça me chiffonne un peu. Ça me chiffonne un peu. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec la deuxième partie de ta phrase. Effectivement, n'importe qui était vu comme quelqu'un de plutôt bénéfique peut devenir à un moment donné complètement un connard, et vice versa, quelqu'un qui était un connard et de manière, on va dire, récurrente, était vu et s'est comporté comme un connard, peut à un moment donné, pour un sujet quelconque, d'un coup se remettre en question et au contraire devenir quelqu'un de très bien. Bon, ça n'en fasse pas ce qu'il a fait avant, soit dit en passant, mais bon. Moi non plus, ça s'appelle l'éducation, on devient ce qu'on apprend. Ça oui, effectivement, mais pas que. Vous avez des facteurs qui restent présents, on va dire, génétiquement parlant. Je pense qu'il y a justement un mélange. Bien sûr, vous avez un contexte, vous avez des éléments, on va dire, de l'extérieur qui vont avoir un impact sur vous. Pour autant, c'est pas forcément que les impacts extérieurs qui vont vous façonner. Pourquoi? Parce que en fait, tu constates que tu as tout un tas de personnes qui ont des chemins extrêmement, on va dire, parallèles, pour le coup, très très parallèles,
et pour autant qui ne finissent pas avec la même vision du monde, qui ne finissent pas avec les mêmes idéaux, qui ne sont pas donc on va dire enchaînés à l'éducation qu'ils ont reçue et qui peuvent totalement s'en décrocher. Typiquement, tu prends le cas de personnes qui grandissent dans un milieu très religieux. Et en fait, au final, tu te rends compte que Jean Billy, là, finalement, lui, il est complètement anti-religieux. Alors qu'il a grandi dans un milieu qui était très fortement marqué par la religion, où la croyance était vue comme même pas on va dire absolu nécessaire, mais comme normal, comme allant de soi, finalement lui il aura tout rejeté. A contrario, tu vas avoir une personne qui va grandir dans une famille qui était complètement athée et qui du coup rejette plutôt tout ce qui est religion, et au final il va finir par être quelqu'un qui va être peut-être potentiellement très religieux. C'est là-dessus où l'éducation pour moi elle ne fait pas tout non plus. Bien sûr qu'elle fait, et elle fait beaucoup, le contexte fait énormément. En tant que psychologue social, j'ai tendance à dire que le contexte va avoir un impact assez déterminant, c'est évident, mais ça n'enlève pas non plus pour autant tout un tas de choses qui sont présentes, on va dire, peut-être dues à la génétique, j'en sais rien pour le coup, mais qui sont inhérents à la personne aussi. Tu me saoules le chat. Tu peux pas me grimper et me passer dessus en long et en large. Ça suffit. Ça suffit. C'est pas vraiment biologique. J'en sais rien. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences sur certaines personnes alors qu'ils ont des chemins d'éducation assez parallèles? Je ne sais pas. Est-ce que c'est génétique ou pas? Est-ce que c'est biologique ou pas? Je n'en sais rien. Je ne peux pas avoir cette réponse. Pour moi, un bébé, c'est une feuille blanche et tout ce qu'il apprend laisse une trace sur la feuille qui sera difficile à effacer. Même ça, je suis pas forcément d'accord. Oui, on est d'accord qu'un bébé, globalement, c'est une feuille blanche. Ça, je suis assez d'accord. Dans le sens où, effectivement, il n'y a pas grand-chose dessus quand tu nais, hein, donc tu peux partir dans plein de directions possibles. Mais après, qu'est-ce qui fait que, malgré notamment ce que tu vas prendre de l'extérieur, tu vas aller dans une direction ou dans une autre? Tu vois, c'est là-dessus où est-ce que c'est vraiment tant que ça une feuille blanche? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une feuille blanche, mais que potentiellement, on va prendre une analogie avec ta feuille blanche, est-ce que c'est une feuille blanche qui accepte toutes les encres? Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas certaines écritures qui sont faites avec certaines encres qui font que ça ne se passe pas? Tu vois, c'est ça aussi la question. Par exemple, quand la société dans laquelle tu veux... peut-être dans laquelle tu nais, pense qu'il n'y a qu'une religion et que... Et l'heure enfin qui vit dans une société où on apprend qu'il y a plusieurs religions. Je comprends pas. En fait, je comprends pas la phrase. Par exemple, quand la société dans laquelle je pense que c'est tu vis pense qu'il y a... Ah, toi non plus, tu comprends pas ta propre phrase? Ah, c'est problématique. C'est problématique. Dans le ventre de la mère, il s'en passe des choses. Et tout à fait, effectivement, dans le ventre de la mère, il se passe des choses. Hein. L'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, pour le coup, il a des stimulus, il entend, il voit des choses. Quand bien même il n'a pas des cognitions, quand bien même c'est pas une personne, on va dire, qui a les mêmes capacités qu'un adulte ou même qu'un enfant. De même, il est quand même influencé parce qu'il se passe des choses qui ont une influence, qui ont un impact en fait. Et effectivement, si génétiquement il y a des spécificités, ça influencera déjà beaucoup. Au niveau de la formation du cerveau, de la vision, si elle est bonne ou non, et d'autres, bien sûr. Surtout que de toute façon, si vous prenez typiquement les personnes qui sont, on va dire, avec des capacités cognitives différentes, je vais pas forcément parler de haut potentiel ou quoi, parce que c'est pas forcément le propos, mais en gros, si vous avez des capacités cognitives différentes, on vous montre une information, vous n'allez pas forcément la traiter de la même manière. Ça, c'est une différence qui, on va dire, est peut-être génétique. Après, tout dépend aussi de comment est-ce que vous définissez l'intelligence. Est-ce que l'intelligence, là, vous parlez sur des sujets qui peuvent dépendre de l'éducation, ou est-ce qu'on parle d'éléments, on va dire, plutôt innés? Ça aussi, ça rentre en compte, parce que là-dessus, l'intelligence, on ne sait pas trop encore exactement la définir. On travaille toujours dessus. À l'heure actuelle, il y a certains consensus sur certaines définitions, mais fondamentalement, qu'est-ce que l'intelligence? Et vous dire, l'intelligence, c'est exactement ça, on l'a pas encore. Ça, en sciences sociales, on n'a pas encore bien défini ce que c'est, parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer dans l'intelligence. Vous avez à certains points de vue qui vont vous dire que l'intelligence, en fait, c'est plutôt la capacité à s'adapter. Ok, soit. D'autres vont vous dire, en fait, c'est ta capacité à emmagasiner des ressources, et notamment emmagasiner peut-être des connaissances. Pourquoi pas? D'autres vont vous dire que c'est encore autre chose. Enfin, vous allez avoir pas mal de visions de l'intelligence qui vont être parfois très proches, parfois un peu plus éloigné, mais on n'a pas de consensus qui nous dit l'intelligence c'est ça et c'est tout, point.
Donc pour le coup, même là, ça devient difficile. Mais en partant du principe qu'on parle de aller de manière encore une fois très vulgaire, on dit, on présente à deux personnes qui ont une intelligence différente, on leur présente une même information, le fait est qu'ils ne la prendront pas de la même manière. Et du coup, cette intelligence, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont deux intelligences différentes. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont deux intelligences différentes? Potentiellement, c'est un facteur génétique. Potentiellement, il y en a un qui est né avec ces capacités-là et d'autres non. Comme vous avez des gens qui ont des capacités physiques qui sont différentes. Moi, si vous prenez par exemple mon cas, génétiquement parlant, du fait de ma maladie génétique, j'ai des capacités physiques qui sont très réduites. J'ai une résistance aux efforts physiques qui est très réduite. J'ai des problèmes au niveau de mon alimentation qui font que j'ai tout un tas de comportements et de possibilités qui sont totalement différentes de quelqu'un qui aurait un code génétique assez différent du mien et qui pour le coup n'aurait pas ma maladie génétique. Et ça, c'est des facteurs qui sont génétiques. Ça, en l'occurrence, ce sont des facteurs qui dépendent du génétique. Et de fait, vous voyez qu'il y a déjà une différence, parce que ne serait-ce que sur comment est-ce que tu vas manger, ça a un impact. Ça a un impact non négligeable. Moi, personnellement, avec mes convictions, avec ma vision du monde, j'ai tendance à vouloir, pour le coup, essayer de faire attention. Et je suis obligé de faire attention. Je suis peut-être pas la personne qui fait le plus attention à mon alimentation, mais néanmoins j'essaye. A contrario, quelqu'un qui du coup n'a pas ces problèmes-là, son alimentation il s'en bat les reins, et il va manger peut-être un peu tout et n'importe quoi sans se prendre la tête, sans se poser la question. Et là déjà vous voyez une manière de traiter l'information qui est différente. Comment est-ce que tu traites ton information de tu vas manger ça? Moi je suis obligé de me dire est-ce qu'il y a ça dans cette nourriture? Est-ce qu'il y a tel ou tel élément dans cette nourriture? Est-ce que ça peut entraîner ces conséquences-là sur mon corps, cette nourriture-là? Quelqu'un qui n'a pas mes problèmes, il voit la nourriture, il va pas se poser ces questions en fait, il va juste dire c'est de la nourriture, je mange. Ok, point. Et vous voyez tout de suite ça change. Alors que c'est un truc basique comme élément génétique. Là on parle juste de est-ce que tu as une maladie génétique ou pas. Bon c'est pas non plus anodin une maladie génétique en soi, mais bon vous avez compris l'idée quoi. Il y a toutes sortes d'intelligence. Une personne avec une excellente mémoire sera très intelligente comme une personne avec une logique très précise, intelligente toutes les deux, mais pas de la même manière. Oui, par exemple. Et bonjour Anémone, j'espère que ça va au travail. Moi, c'est plus logique, c'est pour ça que j'aime pas parler de ce genre de thème avec les gens. On a tous des avis différents. C'est pas grave d'avoir des avis différents. C'est pas forcément illogique d'avoir des avis différents. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait qu'une seule et unique vérité dans la manière de comprendre notre monde en fait? Pour le coup, tu peux avoir justement une vision assez logique en te disant que oui, le monde est pluriel, les gens sont pluriels. Ça ne veut pas dire que tu as raison et les autres ont forcément tort, ça veut dire peut-être potentiellement que chacun vous avez un peu raison et peut-être un peu tort, mais on n'en sait rien. Si, sur certains sujets on sait parce que du coup il y a des recherches qui ont été faites, mais vous avez compris l'idée quoi. Vous avez compris l'idée. Je reprends un petit peu la lecture. La nature humaine et l'existence du mal. On a vu que les critiques de Rogers rejetaient son savoir et ses méthodes, parce que s'ils croyaient au potentiel positif de l'humain, que cela pouvait aider à faire émerger les potentiels. Or, pour eux, il y avait un mal présent dans l'humain, qui risquait d'être libéré en même temps que, ou à la place de, ce potentiel. Ces critiques étaient fortement douteuses, peu solides. Cependant, elle pose une question intéressante si on met de côté les théories essentialistes ou démoniaques qui les innervent. Est-ce que les méthodes de Rogers seraient adaptées, par exemple, à des profils type triade noire, narcissisme, psychopathie, machiavélisme, voire sadisme? Est-ce qu'aider ces profils à lever tous leurs blocages, à se libérer, ne serait-il pas dangereux, dans ce sens où le sadique, par exemple, prend du plaisir à faire du mal? Il faut se rappeler que les méthodes et le travail de Rogers sont portés essentiellement sur des profils assez typiques, peu sur des personnes ayant des troubles de la personnalité, notamment ceux qui mettent en péril les relations sociales. Je n'ai pas de réponse à la question de savoir si ces méthodes thérapeutiques fonctionneraient sur des cas plus extrêmes quant à leur dangerosité pour autrui, pour la raison que peu de gens de la triade noire, notamment des offenseurs, vont suivre d'eux-mêmes une thérapie, s'y engager pleinement. C'est bien plus souvent leurs victimes traumatisées qui viennent chercher de l'aide auprès de psychologues, de psychiatres, quelle que soit leur obédience. Le multiverse existe. Pourquoi le multiverse existe? Oui, parce que tout le monde est différent un peu. Oui, si tu veux. Oui. Ça, par contre, c'est vachement intéressant ce qui est dit. Du coup, effectivement, un des points qui est quand même important,
c'est qu'encore une fois, la théorie, on va dire, de l'humain positive ne met pas et ne remet pas en question le fait qu'il y a des gens qui sont mauvais, qui ont des comportements inadaptés, qui ont des comportements très négatifs, notamment les gens qui sont très narcissiques, les personnes qui sont sadiques, et ainsi de suite. Et là, pour le coup, effectivement, ce genre de travail qui va consister à lever les inhibitions, à essayer de s'accepter plus, à essayer d'être plus en accord avec soi-même, quel impact ça peut avoir. Bon, après, comme le dit V6, pour le coup, en fait, le truc, c'est que ce genre de personnes, généralement, ne vont pas aller faire des thérapies. C'est assez... Enfin, ça doit exister, hein, je présume, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très récurrent. C'est beaucoup plus régulièrement les personnes qui ont été brisées, qui ont pris justement potentiellement très cher dans leurs dents, notamment par ce genre de personnes, qui vont aller faire ce genre de thérapie. Mais les personnes qui sont justement très négatives et qui vont avoir un impact extrêmement négatif sur l'entourage, eux, pour le coup, ils vont pas forcément aller faire de thérapie, loin de là. Loin de là. Ils vont peut-être plus se réaliser dans justement tout ce qui est les formations de... comment ça s'appelle? Attendez, je vais retrouver le terme. De développement personnel et tout ça là. Vous voyez, ce moment où vous avez la droite libérale, le petit capitalisme qui s'est dit, écoutez, on va prendre vos jolies théories, puis hop, on va tourner ça commercial, et ça va être vendeur, ça va être bien, et puis on va dire que en fait tout est la faute de l'individu. Vous savez, ce petit courant de pensée un peu nul, hein, voilà. Ça, typiquement, ils sont un peu plus réactifs peut-être, parce que ça consiste à dire tu fais ce que tu veux, t'es puissant, et t'es incroyable, et tout dépend de toi, si t'es échoué, c'est ta faute. Voilà. Ce qui est quand même très discutable, mais bon, bref. Mais toujours est-il que du coup, c'est quand même intéressant de mettre ça en avant, effectivement, que potentiellement ce genre de thérapie sur ce genre de personnes, ça pourrait effectivement avoir des impacts très négatifs parce que en fait on pourrait leur donner justement des outils alors qu'ils en manquent déjà pas. On pourrait leur donner des outils en plus pour aller fracasser les personnes autour d'eux et ça pourrait être extrêmement dangereux. Cependant, c'est aussi sur cette question que la SDT diffère. Selon sa théorie, la nature de l'homme n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle est adaptée aux environnements sociaux, au contexte que celui-ci peut rencontrer. Les cas graves entraînent des tueries, des viols, des meurtres. Selon la SDT, des meurtres sont, selon la SDT, non pas du fait d'une nature mauvaise de l'humanité, ni d'une impulsion de mort qui se réveillerait chez les tueurs, mais liée à des sapages massifs des besoins, et ce, très tôt dans la vie des personnes, ainsi qu'à des pressions sociales dues au contexte. Par exemple, dans un contexte de guerre, les enfants peuvent être formés dès le plus jeune âge à se méfier d'autrui, à répondre aux menaces de façon violente, parce que c'est une adaptation congruente à un contexte violent, où leur vie est mise en péril à chaque instant par autrui. Le parent peut leur apprendre cela pour des raisons de survie, qui se comprennent par rapport au contexte hautement violent. Les tueurs en série ont une biographie souvent émaillée de très haute violence, subie dès le plus jeune âge, couplée parfois à un apprentissage de la légitimité de la violence, à une absence d'apprentissage de moyens de se comporter, de vivre d'une façon pro-sociale. Et effectivement, ça c'est bien de le mettre en avant aussi, c'est que, encore une fois, avec cette vision-là du monde, on comprend qu'en fait l'humain, il n'est pas fondamentalement mauvais. On revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pour moi la phrase où on va dire t'as certaines personnes qui vont forcément aller s'améliorer et d'autres personnes qui vont forcément régresser. Ça a une vision très déterminée en fait, comme si l'humain il naît et en fait il a une direction qui lui est tracée. Et c'est pas cohérent, c'est pas logique. Et on se rend compte effectivement que quand on étudie les profils des personnes qui font preuve de violence, et au final on se rend compte que c'est normal vu le contexte dans lequel ils ont évolué. Finalement ils ont été justement conditionnés à ça. Parce qu'on a négligé leurs besoins, parce qu'on leur a fait voir une certaine vision du monde et qu'on leur a pas laissé voir autre chose. Et que de fait, du coup, ils ont adapté un comportement qui était adapté à cette vision du monde. Et que du coup, c'était en l'occurrence un comportement qui peut être violent. Et violent, encore une fois, c'est pas forcément violent physiquement, ça peut être violent moralement. Là, on peut partir sur de la politique. Quand vous voyez les comportements que peuvent avoir un certain nombre de politiques, par exemple en France, on pourrait se dire c'est juste des gros connards de merde. Mais en fait, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Pourquoi est-ce qu'ils ont ce comportement qui est si violent envers d'autres personnes ? En fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est tout simplement à cause de leur contexte dans lequel ils ont évolué, dans lequel ils ont grandi, qui leur a donné une vision du monde particulière. Et eux, ils n'ont absolument pas conscience, et pour eux, ils sont à 10 000 lieues d'être violents. Mais le fait est que, en fait, au final, si, ils sont violents pour d'autres. Et ils sont violents pour beaucoup d'autres, qui n'ont pas grandi avec leurs conditions, qui n'ont pas grandi avec leur contexte à eux, avec leur vision du monde à eux. Et c'est ça qui justement est à prendre en compte, c'est qu'en fait, même les personnes qui sont donc de cette triade noire, les personnes qui sont très narcissiques ou quoi, en fait si tu creuses, tu te rends compte que
eux aussi ils sont des victimes, bien sûr qu'ils font des victimes, bien sûr qu'ils sont des personnes qui sont, on va dire, hautement discutables à plus d'un niveau. Et encore une fois, c'est pas parce que vous êtes victime que vous n'êtes pas responsable des actes, ça aussi il faut pas l'oublier. Vous pouvez à un moment donné être l'instigateur de violence et l'instant d'après être malheureusement une victime, ou dans l'autre sens, ça arrive, ça existe. Et pour le coup, ça n'enlève pas votre responsabilité. Si vous l'avez fait en tout état de cause, notamment, quand bien même on peut comprendre pourquoi, ça ne veut pas dire qu'on excuse. Comprendre, c'est très important, mais encore une fois, ça n'est pas excusé. Ce n'est jamais excusé. Il faut comprendre, et si c'est adapté, excusé, mais pour autant, ce n'est pas un dû. C'est pas parce qu'on comprend le comportement de quelqu'un qui a été violent, qui a été dans l'abus, s'entend, que ça excuse et qu'il faut l'excuser. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière assez récurrente d'ailleurs à certains témoignages, notamment dans ce qui est fait violence aux femmes ou quoi. On a des témoignages de certains hommes qui vont nous dire ah oui, non, mais quand même, regardez qu'en fait, j'ai été violenté par ma mère, par ma belle-mère, par ceci, par cela, et qui vont effectivement donner du sens. Et si vous creusez la chose, vous vous rendez compte que probablement que oui, son comportement aujourd'hui d'homme violent est peut-être déterminé par les violences qu'il a subies auparavant, c'est vrai, mais ça veut pas dire que ça excuse la violence qu'il a fait pour autant en fait. Et c'est là où il y a aussi un problème. Je trouve que ça se voit beaucoup dans pas mal d'échanges que j'ai pu voir entre certaines personnes, parfois même dans les journaux. Il y a ce côté où non mais ça va, on le comprend, finalement c'est une victime, donc on va l'excuser. Encore une fois, comprendre, c'est pas excuser. Comprendre, c'est primordial. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les gens sont amenés à certains comportements aussi négatifs. Je pense que c'est extrêmement important pour justement essayer d'éviter que ça se reproduise, pour essayer d'éviter que ça entraîne une spirale en fait, une spirale de violence qui continue encore et encore à s'auto-alimenter et à continuer à contribuer à répandre justement cette violence. Il faut comprendre pour pouvoir la casser. Pour autant, ça ne veut pas dire parce qu'on comprend qu'on va excuser et absoudre de tous ces crimes une personne. Ça n'a pas de sens. Il faut que les gens soient responsables aussi de leurs actes quand ils en sont responsables, s'entend. Bref, je continue. J'en étais où? Tac. Ici. Autrement dit, la vision hautement positive de Rogers est beaucoup plus modérée dans la SDT qui, certes, estime comme lui qu'il y a des potentiels positifs chez l'humain, mais aussi des potentiels particulièrement négatifs, que l'un et l'autre ne sont pas dus à une nature autre que le fait que l'humain est un animal social qui s'adapte aux environnements sociaux dominants de sa vie. La SDT est proche aussi de Rogers, car elle estime qu'une personne fonctionnant pleinement, ou une personne autodéterminée, pourrait très bien être particulièrement malheureuse dans une culture, par exemple, hautement violente, car elle n'arriverait pas à s'adapter à l'horreur, alors que la personne déterminée s'y plierait, mais sans pour autant en tirer plus de bonheur. Elle y perdrait toute liberté de se construire, de développer ses potentiels. L'aidant ne peut aider à autodéterminer s'il ne s'autodétermine pas d'abord lui-même. Si l'on couple les savoirs de Rogers avec ceux de la SDT, nourrir le besoin d'autonomie d'autrui demande alors à l'autodéterminateur de poursuivre des formes d'autodétermination ou de les viser lui-même. Ensuite, il s'agit d'attention et de présence de l'autre, de veiller à ne pas manipuler selon ses vues, mais à créer un espace où la personne peut recréer ses propres vues sur l'existence, sur un problème particulier, encore sur un projet, et cela sans non plus se nier dans le processus, car il s'agit aussi d'être une personne entière, présente. Et le résultat, c'est que la personne, le groupe, prend une voie totalement inattendue. On l'a vu avec les IHM, lorsque le milieu dominant a à cœur de conserver telle quelle, l'autodétermination générale prend l'aspect d'une révolution, qui est perçue par les dominants conservateurs comme des drames. Mais pour d'autres, cette révolution est une libération, une création hautement enthousiasmante. L'histoire des IHM est grandement dévalorisée par certains critiques, avec des termes violents comme maléfique, démoniaque, corruption. Cependant, lorsque l'on regarde les groupes eux-mêmes, ce qu'en ont dit les participants, ce qu'ils ont fait après, il n'y a eu aucun dégât psychologique sur les personnes. Au pire, certaines se sont senties un peu sous pression sociale. Certains facilitateurs étaient parfois un peu directifs. Pour certaines, il n'y a pas eu de grand changement. Lorsqu'il y a eu apport, c'était hautement émotionnel, relationnel, et cela a permis de nourrir un courage social et divers potentiels qui étaient déjà présents. Les groupes n'ont rien eu d'objectivement dangereux, pervers ou de l'ordre de la corruption, car dans le cas contraire, on aurait pu observer et détailler des souffrances, des faits, des malheurs. Donc là on revient un petit peu sur ce qui a été dit et ce qui a été fait donc, dans les précédentes parties qu'on avait lues, donc il y a de ça un mois pour le coup, où justement il y avait eu donc un travail avec le cœur immaculé,
avec donc des écoles qui étaient religieuses, notamment gérées par des nonnes en grande partie, et où pour le coup le travail de Rogers avait fait que en fait les nonnes s'étaient retrouvées à auto-gérer et à auto-déterminer pas mal de choses dans leur vie et dans leur organisation. Ce qui n'avait pas du tout plu à un évêque, je crois, monseigneur je sais plus quoi, qui avait dit non 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 on va interdire tout ça, c'est dégueulasse, là vous êtes corrompus, Satan est en vous, tout ça tout ça. Hein, comme d'habitude les conservateurs en aiment beaucoup. Et ce qui s'était passé c'était qu'il y avait eu plus de 300 nonnes qui en fait avaient quitté les ordres. Et avaient dit bah ouais bah en fait non, allez vous faire mettre. Ce qui était très très drôle pour le coup. Et donc évidemment vous avez tout un tas de critiques venant de ces bords religieux qui ont dit que Rogers était un horrible démon tentateur, que c'était un travail qui avait corrompu les gens et ainsi de suite. Et là en fait ce que dit la conclusion c'est tout simplement que quand on va voir ce qu'en disent les personnes qui ont participé à ces groupes de travail, justement quand on va voir ces personnes qui ont vécu ces réunions, quel est leur retour? En fait c'est pas des souffrances. Effectivement il y a des personnes pour qui ça a très peu changé de choses, voire ça n'a rien changé, c'est vrai. Il y a des personnes qui disent ouais quand même c'est vrai que pendant les réunions, pendant le travail, c'était un petit peu directif parfois, ok. Mais est-ce qu'il y a des souffrances? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus malheureux et qui sont malheureux du fait d'avoir fait ce travail-là? Eh ben non. Donc du coup, le côté corruption, le côté pervers dangereux, il est assez étonnant. Finalement, quand tu l'analyses, quand tu vas voir les faits, est-ce que concrètement, effectivement, ça a amené à du mauvais? Soit ça a amené à pas grand-chose, soit ça a amené à du positif et à des gens à justement reprendre conscience, reprendre part et reprendre, on va dire, main sur eux-mêmes. Et c'est pas spécialement négatif, au contraire, ces gens ont l'air de plutôt très bien le vivre, ces personnes ont l'air de plutôt bien le vivre, notamment toutes les nonnes qui ont quitté les ordres et qui après sont devenues notamment militantes, ont accepté leur lesbianisme ou ce genre de choses. Elles ont pas l'air de dire que leur vie elle est vachement plus triste ou quoi, au contraire, au contraire. Donc c'est toujours étonnant de voir que finalement c'est les gens qui veulent pas aller faire ce travail et qui le regardent de loin qui vont donner des critiques dessus, alors que ceux qui le vivent, au contraire, encore une fois, à minima, ne disent rien de mauvais dessus, ne disent pas spécialement qu'ils l'ont mal vécu, ou au contraire disent qu'ils l'ont plutôt bien vécu et que ça leur a apporté beaucoup. Pardon, j'ai besoin de me boucher un coup. Hop. Du coup, reprenons. Ce qui est simple à comprendre n'est pas nécessairement facile à mettre en œuvre. Il y a un paradoxe intense quand on étudie Rogers et ce qu'il a fait. Il est simple d'accès à quiconque veut le lire. Son style est très clair, compréhensible. Il a du sens commun dans ses écrits. On le voit aussi en vidéo, être de la manière la plus simple possible, mais avec une très haute compétence à écouter. Avec une forte intensité de présence, tout en étant pleinement authentique. On le voit parfois vulnérable, cherchant ses mots. Il ne cherche absolument pas à bien paraître. Et il est totalement en interaction avec la personne. Ces techniques sont tout à la fois très simples à comprendre, mais paraissent parfois difficiles à mettre en œuvre. Pas tant pour ce qu'elles requièrent en technique, en connaissance, mais en ce qu'elles demandent une franche volonté de se débarrasser de toutes les armures, forteresses que l'on porte en soi. Et cela, ces techniques ont une exigence toute particulièrement difficile à atteindre, de l'ordre d'une sagesse, d'une humilité, d'une maturité, d'une attention au monde qui ne sera jamais pleinement acquise, mais qui se conçoit comme une visée constante. Plus que la somme des connaissances, il me semble qu'il faille mémoriser l'élan, la posture particulière. C'est comme si les connaissances étaient un véhicule, que l'élan porté à la confiance en l'humain, en la possibilité de l'émergence de ses potentiels singuliers, représenterait le type de carburant qu'on y met. Le carburant sans véhicule peut être gaspillé ou perdu, tout comme un véhicule avec une énergie inappropriée, par exemple vouloir contrôler la vie d'autrui selon nos vues, dilapide complètement celui-ci. Il en va de même avec bien d'autres connaissances qu'il ne servira strictement à rien de cerner, de comprendre, de mémoriser si on n'y injecte pas le carburant particulier qu'elle requiert. Règle numéro 5, toujours avoir des mouchoirs. Exactement, règle numéro 5, toujours avoir des mouchoirs. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, nous avons un tableau dans notre appartement qui contient tout un tas de règles et donc notamment il faut toujours avoir des mouchoirs. Alors c'était pas du tout par rapport à moi qui a besoin de mouchoirs parce que j'ai le nez qui coule souvent. En fait c'est une référence à Stargate. Voilà, mais c'est néanmoins important. C'est néanmoins important, il faut toujours avoir des mouchoirs.
En cela, j'aimerais terminer en reproduisant les questions que Roger se posait lui-même de façon renouvelée, avant d'entrer en relation d'aide, et sans jamais estimer qu'il pouvait y répondre totalement par l'affirmative. À mon sens, c'est peut-être ce qui représente le mieux la nature du carburant à injecter dans ses quêtes, et sans pour autant ordonner, contrôler son contenu, qui implicitement donne aussi des pistes sur que faire d'une façon hautement personnalisée, parce qu'il n'y a que nous pour tenter d'y répondre avec franchise. Cela me semble vraiment un bon brainstorming avec soi-même avant d'essayer de nourrir l'autonomie d'autrui, de changer, transformer, créer un environnement social. Autrement dit, ces questions, plus qu'appropriées, me semblent hautement pertinentes pour absolument tous les autres contenus que l'on va voir aussi par la suite, et l'énergie particulière qu'ils requièrent pour être activés concrètement. Suis-je dit de confiance ? Puis-je arriver à être d'une façon qui puisse être perçue par autrui comme étant digne de confiance, comme sûre et conséquente au sens le plus profond ? Ne suis-je pas ambigu ? Suis-je capable d'éprouver la bienveillance envers l'autre ? Suis-je capable d'éprouver des attitudes positives envers l'autre, chaleur, attention, affection, intérêt, respect ? Suis-je assez fort pour être indépendant de l'autre ? Puis-je avoir une personnalité assez forte pour être indépendant de l'autre ? Suis-je capable de respecter bravement mes propres sentiments, mes propres besoins aussi bien que les siens ? Puis-je posséder, et la rigueur exprimer, mes propres sentiments comme une chose qui m'appartient en propre et qui est indépendante de ses sentiments à lui ? Suis-je assez fort dans ma propre indépendance pour ne pas être déprimé par sa dépression, angoissé par son angoisse, englouti par sa dépendance ? Mon moi intérieur est-il assez fort pour sentir que je ne suis ni détruit par sa colère, ni absorbé par son besoin de dépendance, ni réduit en esclavage par son amour, mais que j'existe en dehors de lui, avec des sentiments, des droits qui me sont propres ? Suis-je assez sécurisé pour permettre à l'autre d'être indépendant ? Ma sécurité interne est-elle assez forte pour lui permettre à lui d'être indépendant ? Suis-je capable de lui permettre d'être ce qu'il est, sincère ou hypocrite, infantile ou adulte, désespéré ou présomptueux ? Puis-je lui accorder la liberté d'être ? Ou bien est-ce que je ressens qu'il devrait ou suivre mes conseils, ou demeurer quelque peu dépendant de moi, ou encore me prendre pour modèle ? Suis-je réellement empathique ? Puis-je me permettre d'entrer complètement dans l'univers des sentiments d'autrui, de ses conceptions personnelles, de les voir sous le même angle que lui ? Puis-je pénétrer dans son univers intérieur assez complètement pour perdre tout désir de l'évaluer ou de le juger ? Puis-je entrer avec assez de sensibilité pour m'y mouvoir librement, sans piétiner des conceptions qui lui sont précieuses ? Puis-je comprendre cet univers et avec assez de précision pour saisir non seulement les conceptions de son expérience, qui sont évidentes pour lui, mais aussi celles qui sont implicites et qu'il ne voit qu'obscurément, confusément ? Et y a-t-il une limite à cette compréhension ? Mon empathie est-elle conditionnelle ? Suis-je capable d'accepter toutes les facettes que me présente cette personne ? Puis-je la prendre comme elle est ? Puis-je lui communiquer cette attitude ? Ou ne puis-je l'accueillir que conditionnellement, acceptant certains aspects de ses sentiments, désapprouvant d'autres, tacitement, ouvertement ? Ai-je suffisamment de tact pour ne pas menacer l'autre ? Suis-je capable d'agir avec assez de sensibilité dans cette relation pour que mon comportement ne soit pas perçu comme une menace ? Puis-je le libérer de la crainte d'être jugé par les autres ? Suis-je capable d'accepter que l'autre change ? Suis-je capable de voir cet autre individu comme une personne qui est en devenir ? Ou vais-je être ligoté par son passé et par le mien ? Ce serait une erreur à mon sens de cantonner ces questions au seul domaine de la psychologie. J'y vois de la valeur dans toute relation, qu'elle se découle au travail, à l'école, dans l'activisme, la militance, lors des conflits, lors des situations pénibles, pendant des contextes sapants comme nourrissants. On verra que, bien que j'ai pris pour image qu'il s'agisse d'un carburant à fournir, ça ne veut pas dire que des contextes hautement sapants nous en priveraient systématiquement. C'est une énergie qui se produit par elle-même, et on verra de nombreux exemples d'escalade de l'aide. Aider, entraînant encore plus de courage, d'astuce à aider, quand bien même il y a un fort danger, qu'on verra en extension ME, avec la personnalité d'altruiste. Cependant, j'ai un doute quant à l'utilisation de ces savoir-faire, face à des profils au score RWASDO, selon certains contextes qui ne maximisent pas le plein échange, ou encore face à des profils fonctionnant via le narcissisme, via la perversion, le sadisme ou dans la suppression de l'empathie, qui les amènent à se faire une joie de manipuler autrui, ou d'éprouver du plaisir à la souffrance, ou de ne rien ressentir à faire souffrir autrui. Surtout lorsqu'il n'est pas thérapeute formé à la mode relationnelle particulier. Cependant, et heureusement, ces profils-là ne sont très clairement pas les plus communs dans la population. Hop. Et je pense que du coup on a fini une partie. Oui. Parfait. Et du coup on va passer à une nouvelle section qu'on a encore, je crois, jamais atteint, qui est du coup la quête BF. Nourrir les besoins, ne pas frustrer les besoins, ne pas saper les besoins.
J'espère que ça vous plaît en tout cas comme lecture, hein. N'hésitez pas encore une fois à interagir parce que là vous êtes un peu plus calme depuis 5 minutes. N'hésitez pas si vous avez des retours, si vous avez des exemples, par exemple hein, des éléments à faire partager. Ça mérite un cookie. GG, ça mérite un cookie, ça. J'aimerais bien des cookies, j'aime beaucoup les cookies. En vrai j'aime beaucoup les cookies. Quand j'étais en faculté je mangeais énormément de cookies. Parce que c'était trop bon. Les nounis, les cookies noix de macadamia, oh là là, c'était tellement bon. C'était tellement bon. Et ça fait, je pense, du coup, bien presque une décennie que j'en ai pas mangé, puisque du coup, j'en mange plus depuis que je suis plus à la fac quasiment. Donc la tristitude, voilà, la tristitude. Mais c'était vachement bon à l'époque. C'était vachement bon à l'époque. Du coup, comme je disais, n'hésitez pas évidemment à partager dans le chat éventuellement un exemple qui vous parle, quelque chose que vous avez vu, que vous avez vécu, de échanger dessus, hein, de poser des questions s'il y a des termes que vous ne comprenez pas ou si ça vous fait penser à d'autres éléments, à d'autres à d'autres questionnements que vous avez pu avoir. C'est fait pour, c'est fait pour. Quête BF. Nourrir les besoins, ne pas frustrer les besoins, ne pas saper les besoins. Je scannais des expériences sur quoi? Sur tout ce qu'on évoque. Si t'étais au scanner, effectivement, du coup, tu n'as pas trop entendu ce qu'on racontait, mais mais pour le coup, tout simplement de réagir sur la lecture, quoi. S'il y a des éléments qui vous parlent et où justement, ça vous évoque des choses que vous avez pu vivre, faut pas hésiter, quoi. Parce que là, on est donc sur justement, comment est-ce que on peut se poser certaines questions par rapport à comment est-ce qu'on est pour voir justement si on est plutôt dans cette vision positive, dans cette vision un petit peu de la SDT ou pas, tout simplement. Quête, ici, on opérationnalise la théorie et les extensions vues, c'est-à-dire qu'on les transforme en quêtes concrètes pour la vie de tous les jours, comme si l'on voulait construire une vie plus tournée vers l'autodétermination, de soi, des autres, via la transformation des environnements sociaux dans lesquels on évolue. Il ne s'agit pas de développement personnel, mais de développement social. Selon la SDT, il y aurait donc 3 besoins fondamentaux sur lesquels se concentrer pour favoriser l'autodétermination des personnes dans l'environnement social qu'on construirait, qu'on gérerait et dans lequel on vivrait. L'autonomie, la proximité sociale, la compétence. Et si on nourrissait bien ces besoins, plutôt que de les frustrer ou de les saper, alors on autodéterminerait plus, c'est-à-dire qu'on serait plus libre de se développer profitablement, et heureusement pour soi et les autres, on aiderait les personnes à s'autodéterminer plus, l'environnement à être plus autodéterminateur. On penserait par là même qu'à travers ce nourrissement des besoins, on pourrait permettre davantage le bien-être, l'authenticité, le bonheur hédonique, le fait de se sentir et d'exercer pleinement vivant et en développement. Ce serait un but souhaitable. Et donc, tout ce qui frustrerait ou saperait le besoin fondamentaux, les besoins physiologiques et ou à déficit, sécurité et estime de soi, serait à ne pas faire. Il serait un échec pour notre détermination et celui d'autrui, ou de l'environnement social que de s'attaquer à un de ces besoins. Voyons voir concrètement à quel point cette quête des besoins fondamentaux est un défi plus complexe qu'il n'y paraît, en nous confrontant à des situations sociales réelles. Hop là. Donc, obstacle BF, l'environnement autoritaire et son sapage. Alors là, si ça vous parle avec l'environnement réel, c'est normal, hein. C'est normal. Prenons une situation particulièrement concrète avec le témoignage envoyé à OVMQC d'une personne qui a connu une expérience de sapage total de ses besoins au travail dans un cadre autoritaire. OV, c'est quoi ça? Attendez. On vaut mieux que ça, bien sûr. Était un collectif initié dans le but de libérer la parole sur des problèmes de société tels que le travail qui est né en réaction du projet de loi travail de 2016. Vous avez ici les liens notamment vers la vidéo initiale et également celle qui avait été faite avec le collectif par Vici Saxo et probablement Shaika du coup. Et le site qui répertorie les différents témoignages. Donc c'était tout ce qui était justement sur des témoignages de qu'est-ce qui se passe au travail. Concrètement, qu'est-ce que tu vis au travail? Et étonnamment, ça a montré que, bordel de merde, le monde du travail en France, c'est une grosse merde. Voilà, très autoritaire, très nul, qui est tout sauf un contexte positif et qui pousse à nous réaliser, en général, étonnamment. Il se passe quoi? Comment ça, il se passe quoi? Par rapport à quoi? Tu as peut-être été AFK depuis tout à l'heure, c'est ça?
je ne sais pas. Là, on arrive sur des exemples concrets dans la vie de tous les jours. Regardez, ce cadre-là, il est comme ça. Comment est-ce qu'on peut essayer de l'amener justement à être un peu plus dans l'autodétermination et notamment l'autodétermination sociale? Dans le monde du travail, ah bah il n'y a rien qui va dedans en gros. Il se passe quoi? Il se passe que tout est pourri. Il se passe que le cadre législatif en France est absolument pas fait pour protéger les travailleurs, hein, même malgré tout ce qui est mis en avant par tout un tas de personnes, principalement des politiques qui ne vivent pas dans le même monde du travail d'ailleurs étonnamment. Bah, le monde du travail est absolument pas à l'avantage des travailleurs, bien au contraire. Les gens se font totalement détruire dedans dans la grande majorité des entreprises, parce que vous avez des comportements qui sont absolument pas, on va dire, contrôlés, notamment tout ce qui est comportement de discrimination. Vous avez énormément de choses qui sont en fait complètement mis de côté, on s'en fout, comme si c'était pas grave, ce qui fait que vous avez énormément de personnes qui souffrent. Vous avez des conditions de travail qui sont absolument pas idéales à plein de niveaux, que ce soit dans l'environnement physique, que ce soit dans l'environnement psychique. Le management, les écoles de management, les écoles de commerce produisent des personnes qui ont une vision du monde et qui du coup vont partager cette vision du monde dans le monde du travail qui est tout sauf positive et qui réalise absolument pas les personnes, bien au contraire, ça les met dans un état de frustration constant. C'est vraiment extrêmement destructeur. On a un mélange des sphères de vie et de sphères de travail qui est aussi pas très idéal. On a de plus en plus, notamment avec tout ce qui est les téléphones et compagnie, les réseaux sociaux, ce genre de choses, en fait, on se retrouve avec des personnes qui vont rester dans la dynamique du travail, même en dehors du travail, parce qu'ils peuvent recevoir des appels, parce qu'ils peuvent recevoir des mails, ce genre de choses. En fait, on voit qu'il y a vraiment des conditions de travail qui sont tout sauf idéales, en fait, vraiment tout sauf idéales, en France et de manière plus générale dans le monde. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était très discutable. Et la loi en 2016, en fait, la loi travail, en fait, a encore recassé des trucs pour histoire de vraiment dire, tiens, les travailleurs, niquez-vous, en fait. Et de fait, à cette époque-là, il y avait eu tout un tas de témoignages. Il y avait eu donc le collectif On vaut mieux que ça qui avait partagé tous les témoignages, tout un tas de témoignages qui étaient faits par des travailleurs et des travailleuses sur leurs conditions de travail en fait, pour justement donner, regardez le visuel de ce qui se passe, c'est ça. Arrêtez d'aller taper dessus, arrêtez encore une fois de venir casser le cadre juridique. Essayez pour une fois de faire un peu l'inverse en fait, essayez de venir protéger les travailleurs et les travailleuses en fait, ça serait bien pour changer. Bon, évidemment, ils en ont eu rien à péter. C'était quoi cette loi? En gros, c'est une loi qui venait faire des réformes sur le code du travail et qui venait enlever tout un tas d'obligations, entre autres choses, que les patrons avaient. Parce que, encore une fois, c'est bien si les patrons ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, j'ai pas tous les détails de la loi, hein, parce que déjà elle date de 2016 et qu'on est en 2022 maintenant, donc ça date un petit peu. Je vous avoue que je l'ai pas gardé en tête. Et puis surtout, un projet de loi, et une loi qui est votée, ça contient pas mal d'articles, ça contient pas mal de données, mais en gros, ils avaient fait sauter plusieurs verrous qui étaient déjà très lâches à l'époque. Mais du coup, là, ils avaient fait complètement sauter, donc après derrière, t'es un peu niqué de ouf, quoi. Après, ça doit se trouver sur Google, hein. Tu tapes loi de travail 2016, je pense que tu trouveras des dossiers assez complets qui te reprendront tout ce qui a été fait avec cette loi, qui était la loi El Khomri, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'était la loi El Khomri, la loi travail. Bref. Donc voilà, donc là je vais vous partager donc un témoignage qui a été fait par une personne à ce collectif On vaut mieux que ça. À 17 ans, j'ai trouvé un petit boulot de vendeuse de glace dans une pâtisserie bien connue et réputée de la ville où je vivais. Ma patronne était détestable, elle a commencé par m'insulter, parce que je n'ai jamais réussi à remonter les meubles dans la boutique. Les meubles étaient énormes et lourds, je devais faire 45 kg pour 1m60, mais pour elle, j'étais une bonne à rien. Pourtant, je faisais de mon mieux, j'étais jamais en retard, j'étais souriante avec les clients, j'étais pourtant accusée de m'asseoir parfois sur le tabouret qu'elle avait mis elle-même à disposition. Elle m'a très vite fait comprendre que le tabouret n'était pas là pour que je m'en serve. Je crois que j'ai compris qu'il se payait ma tête le jour où la patronne a décrété que je n'avais plus le droit de boire, parce que les toilettes étaient trop éloignées de mon poste. Nous étions en 2003, dans le sud-ouest, en pleine canicule. Le thermomètre n'est pas descendu sous les 40 degrés de tout l'été. À mon poste, la chaleur dégagée par les meubles à glace était retenue par les parasols. J'étais en plein effet de serre. Dans les faits, elle venait vérifier plusieurs fois par jour si je n'avais pas de bouteilles cachées dans les meubles, et elle ne m'a autorisé à aller aux toilettes que 2 fois en 1 mois et demi. Je n'avais pas le droit de boire. Je n'avais le droit de boire qu'à la pause déjeuner. Faut dire qu'elle ne voulait pas que je passe de la boutique pendant sa pause. Interdiction stricte et totale. Je le sais, un jour je lui ai demandé de m'autoriser à accéder à mon sac pour prendre un triptan contre mes migraines. Elle a refusé en hurlant qu'elle ne voulait pas avoir à me gérer pendant sa pause. Les commerçants voisins, tous, m'avaient pris en affection. Ils me fournissaient et me cachaient des bouteilles d'eau. De temps en temps, une commerçante adorable allait occuper ma patronne pour que je file dans ses toilettes. Voilà.
Ça c'est le monde du travail tel qu'on l'aime, ça. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Des témoignages, vous en avez plein, hein, des trucs comme ça. Et même d'ailleurs pour ceux qui ont fait des petits boulots ou quoi, vous en avez probablement vous aussi. Moi je sais que j'en ai déjà aussi quelques-uns de mon côté. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vécu qui peut être rigolo? Alors, dans les trucs qui peuvent être rigolos, vous avez une fois un patron, à ce moment-là je travaillais dans une enseigne de grande distribution non alimentaire. Donc je vous dirai évidemment pas le nom de l'entreprise parce que c'est pas le but, hein. Mais pour le coup le patron m'avait complètement pourri parce qu'il se trouve qu'en fait à un moment donné, moi je travaillais à la caisse à ce moment-là, j'étais caissier. Le fait est que les caissiers devaient s'occuper des 3 rayons qui sont devant eux. C'est nous qui faisons la mise en rayon et tout ça dans ce magasin-là. C'était aux gens de la caisse de s'en occuper. On a 4 caisses, généralement il n'y a que 2 caisses d'ouvert. Ça donne envie déjà, hein, c'est pas mal. Et ce qui se passe, c'est que y avait eu les mecs du stock le matin avant l'ouverture de magasin qui avaient déposé une énorme palette avec tout un tas d'objets qu'il fallait mettre dans ces rayons. Et eux, c'est pas à eux de le mettre dans le rayon, eux ils ne font pas la mise en rayon, eux ils viennent gérer le stock et ils deviennent te mettre le stockage de produits qui est censé être mis en rayon dans les rayons le matin avant l'ouverture du magasin. Et puis une fois que le magasin est ouvert et un petit peu avant selon les rayons, vous avez des employés qui sont là pour faire la mise en rayon. Donc les gens de la caisse, globalement ils sont censés faire la mise en rayon pendant qu'ils sont à la caisse. Déjà ça, vous notez qu'il y a un truc qui va pas, mais bon bref, admettons, c'est très bien organisé. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné il n'y a pas grand monde qui est à la caisse, qui attend. On est 2 à la caisse, moi et une collègue. Et moi j'avais des clients qui étaient en train de faire une carte de fidélité. Et ça prenait du temps, ça prenait beaucoup de temps. Je pouvais du coup en soi attendre encore 10 minutes le temps qu'ils aient fini de faire leur papier, leur dossier, tout ça. Mais j'ai le patron qui vient et qui m'engueule en me disant mais bordel, ça fait déjà 2 heures que vous avez la palette qui est là, elle est toujours pas finie, elle est toujours pas vidée, ça fout mal pour le magasin, en plus c'est le rayon juste devant la caisse, donc franchement c'est pas propre, vous êtes nuls, tout ça. Donc, on se fait pourrir, moi et ma collègue. Ma collègue avait plusieurs clients, mais on avait vraiment globalement peu de gens en attente. Donc du coup, je dis à ma collègue, est-ce que je peux te passer mes clients, je te passe leur ticket de caisse, tu les fais payer une fois qu'ils ont fait leur carte fidélité, et puis moi je m'occupe de la palette. Du coup elle me dit bien sûr oui, parce qu'on venait de se faire pourrir. Je m'occupe de la palette, ce qui me prend un peu de temps, puis je reviens à ma caisse, mes clients qui avaient été là et que j'avais confié à ma collègue ne sont plus là, donc je me dis bon c'est fini, c'est bon. Arrive le fin de la journée, et la fin de la journée, en fait, je me rends compte que ma caisse me dit que j'ai toujours un ticket en attente. Il y a quelqu'un qui n'a pas payé, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est la caisse de ma collègue, dit qu'il y a un ticket en attente qui n'a pas été payé. Un ticket en attente de 300 balles, en l'occurrence. Et là, du coup, elle dit, je comprends pas, c'est quelqu'un qui n'a pas payé, qui n'est pas passé à ma caisse, je comprends pas qui c'est et tout. On réfléchit, puis on se rend compte que l'origine du ticket, c'est ma caisse à moi. Et je me dis, est-ce que j'ai eu beaucoup de monde dans la caisse qui a fait 300 euros de 300 euros de dépenses? Non, j'en ai pas beaucoup. Et je me souviens que les clients qui faisaient leur carte fidélité, justement, ils faisaient leur carte fidélité parce qu'ils avaient pour 300 balles de produits et que du coup, ils préféraient capitaliser des points de fidélité dessus. C'est pour ça que du coup, ils étaient en attente. Donc je lui dis, c'est peut-être eux, tu les as pas fait payer? Et elle me dit, je sais plus, je m'en souviens pas. Et là, le patron, du coup, nous dit, du coup, ils ont fait quoi de leur caisse, de leur caddie? Moi, je leur dis, moi, très honnêtement, j'étais en train de gérer la palette, j'ai absolument pas surveillé les clients, je les ai confiés à ma collègue, moi, je me suis occupé de mettre les produits en rayon. Et on s'est fait pourrir comme jamais, et il m'a menacé de retirer, en fait, les 300 balles du ticket qui, du coup, n'a pas été payé, parce que très clairement, ils sont partis avec leur caddie, ils sont cassés sans payer. Il m'a menacé en fait de retirer cette valeur-là de mon salaire. Alors que déjà j'étais payé au SMIC, parce que du coup j'étais étudiant en faculté qui travaillait l'été. Alors que ça n'a pas de sens, hein. Foncièrement ça n'a pas de sens, parce que déjà, est-ce que fondamentalement c'est mon erreur? Je pense que c'est discutable. Ensuite, ils ont des assurances. Ensuite, c'est dû au fait qu'il m'a pourri, moi et ma collègue, alors que son équipe est mal organisée, parce que c'est quand même très très con, je trouve, de demander aux personnes qui sont des caissiers et des caissières, parce que là en l'occurrence nous on était caissiers et caissières, donc qui sont censés être en caisse, de gérer 3 rayons et de gérer la mise en rayon de ces 3 rayons en même temps et sur les mêmes horaires où ils sont censés être à la caisse. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas, mais
pour un patron, c'est ta faute. Et t'es là en mode, mais what? C'est totalement illégal de retirer le salaire d'un employé, tout à fait. Aux ISR, ils peuvent. En France, tu vas au prud'homme et le gars, il est totalement en merde. Mais bien sûr, bien sûr. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais avec donc une ex, j'avais une ex et c'était un de mes premiers jours. Ça a été je crois que c'était la première semaine où je travaillais dans cette structure là. Et du coup, mon ex en fait était là pour me récupérer à la fin du travail pour savoir comment ça se passait et tout, parce qu'elle n'avait pas du tout été là la semaine en fait, et c'était la première fois qu'elle était là de la semaine avec moi. Et du coup, elle était venue me chercher à la fin du travail. Et mon ex, en fait, il se trouve que elle était en droit. Et elle était en master de droit à ce moment-là. Et du coup, en fait, elle lui a très clairement dit vous faites ça et je vous amène directement au prud'homme. Parce que du coup, elle l'a entendu déjà me pourrir, parce que elle était là, encore une fois. Faire son caquet en mode voilà, je vais te retirer ton salaire et tout. Et en fait, elle l'a défoncé. Mais vous voyez, l'idée, c'est que moi, en tant que petit jeune étudiant à l'époque, je devais avoir quoi, 19-20 ans, qui connaissait pas grand chose en termes de code du travail, parce qu'à cette époque-là, dans mes études, j'étais encore en début de licence, j'étais encore, je pense, en licence 2, même peut-être licence 1. Donc j'avais absolument pas de droit du travail dans ma formation, j'avais pas encore été du tout formé à ça, vraiment j'étais en mode touriste absolu quoi, et tu te fais pourrir par un patron et t'es là en mode merde, c'est ma faute en fait. Et je vais devoir payer, c'est normal. Et en fait, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal du tout, c'est totalement illégal. Et c'est ouf en fait de constater ce genre de comportement. Et là où le truc est vraiment incroyable, c'est qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas anodin et c'est pas un témoignage qui est tout seul dans son coin en fait. Moi, ce que j'ai vécu là, dans cette situation-là, j'ai vécu d'autres, on va dire, comportements totalement déplacés de la part de collègues ou de patrons ou de supérieurs dans d'autres situations de travail. Et quand tu te regardes autour de toi, tu te rends compte qu'en fait, quasi tout le monde, ou presque une personne sur deux peut-être, a connu ce genre de choses ou connaît ce genre de choses dans leurs activités, que ce soit dans l'ancien travail ou dans leur travail actuel. Et c'est quand même incroyable en fait. Et c'est là où tu vois que justement il y a un problème, il y a un vrai problème dans la gestion du travail, en fait, dans la gestion du monde du travail, notamment en France, pas que en France, de manière plus générale dans le monde, on va dire, capitaliste, libéral, pourri quoi, dans lequel on vit. Globalement, le monde du travail est vraiment très oppressif et il est complètement irrationnel et il te détruit en fait, il te pourrit. Et quand tu vois quand tu as des lois qui viennent passer pour encore retirer des obligations au patron, histoire que vraiment ils puissent te baiser dans tous les sens comme ils veulent, c'en est incroyable, c'en est juste incroyable. Là je vous ai donné un exemple particulier, mais j'en ai un autre dans d'autres conditions. Parce que là j'étais jeune étudiant. En l'occurrence, j'étais jeune étudiant qui, du coup, était très clairement en train de faire un travail saisonnier juste pour avoir de quoi payer mon année scolaire en fait. Mais dans un autre cadre, en tant que psy du travail, je suis intervenu dans une autre structure. Encore une fois, c'était une entreprise de grande distribution non alimentaire. C'était une autre entreprise au passage. Mais du coup, là, je suis intervenu en tant que psychologue social du travail des organisations. Ma mission, c'était de repérer en fait une personne à qui donner une promotion parmi l'équipe, parce qu'on cherchait un nouveau chef de secteur pour un secteur qui n'avait pas de chef. Donc en gros, il fallait qu'une des personnes de l'équipe devienne le supérieur de l'équipe, d'une certaine partie de l'équipe. Et le patron ne savait pas à qui donner la promotion, et il ne savait pas s'il fallait donner une promotion ou engager quelqu'un de nouveau. Donc du coup, j'avais été engagé moi pour la mission de repérer qui serait la personne qui a les compétences adéquates pour devenir le supérieur de rayon. Ok, c'était ma mission, donc je fais mon travail qui s'étale sur à peu près un mois d'intervention. En tout et pour tout, je suis intervenu dans l'entreprise une semaine, mais le travail se fait sur un mois parce que du coup, tu as les témoignages, tu as les échanges à faire avec les personnes, tu as les tests à faire, et puis après, en fait, tu vas travailler de ton côté en dehors de l'entreprise pour justement voir les résultats, analyser ces résultats, et ainsi de suite. Bref, ce qui se passe, c'est que vers la fin du dossier, à un moment donné, je vois le patron qui rentre dans mon bureau et qui me pourrit. De manière très très audible, de manière à ce que tout le service administratif m'entend, en me disant que je suis une sombre merde, que pour le coup, j'avais pas donné l'organigramme patati patata. Et ma première question c'était, de quoi tu parles? Quel organigramme, Billy? Vous avez pas d'organigramme? Et là il me dit, si, j'ai fait un organigramme hier. Du coup, je dis d'accord, très bien. Ça fait partie des choses que je vous ai demandé et que je vous ai dit qu'il fallait peut-être faire. Ça aurait
ça pouvait être pertinent dans votre entreprise parce que vous avez quand même 40 personnes qui bossent avec vous. C'est bien d'avoir un organigramme pour définir un peu qui fait quoi et qui est où. C'était une bonne idée, c'est quelque chose que j'avais fait comme remarque. Ok, très bien. Par contre, vous vous rendez compte que je suis pas dans votre ordinateur, j'ai pas accès à votre ordinateur. Votre organigramme que vous avez fait hier, je ne sais même pas qu'il existe. Et là, il me dit, ah, ouais, mais c'est quand même votre faute. C'est parce que vous avez parlé aux employés que maintenant ils réfléchissent. Et tu vois, t'es là où tu te dis, mais attends, je suis pas genre Jean-Billy, le petit gars qui travaille en rayon, qui fait la mise en rayon ou qui est en train d'être à la caisse ou quoi. Non, je suis psychologue social du travail, je suis engagé comme un spécialiste externe pour une mission temporaire, donc je suis déjà pas spécialement affilié à l'entreprise, c'est-à-dire que pour moi, techniquement, l'entreprise est un client. À ce moment-là, l'entreprise était un client pour moi. Déjà, tu viens et tu me pourris, tu m'insultes. Déjà, c'est pas le bon plan. Déjà, hein, ça part mal. Derrière, je te prouve que tu me reproches un truc qui n'est pas valide, qui n'a pas de sens, que je n'ai pas l'information et que du coup, de fait, what the fuck. Et le mec, en fait, persiste et signe et dit quand même, si, c'est ta faute. Et c'est là où, encore une fois, on constate que le monde du travail, il est pas fonctionnel. Il n'est pas fonctionnel. On a des gens qui sont à des postes notamment qui sont pas fonctionnels, et notamment dans les directions. Il y a une manière de diriger les entreprises qui, de manière très large, hein, dans le monde du travail, est totalement inadaptée. Les gens qui sont des patrons ne savent absolument pas comment organiser en fait et gérer une entreprise. Ils se comportent juste comme des espèces de petits tyrans, et c'est incroyable en fait qu'on en soit encore là. On a des méthodes de management, mais limite c'est du servage en fait. C'est le mec qui s'attend à ce que tu sois son esclave et que tu l'obéisses par partout, et c'est vraiment incroyable en fait. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est ouf. Bref. Donc voilà, pour vous dire bien que en fait c'est pas que une question de quel poste tu occupes et de quelle hiérarchie tu as. Quand tu es quelqu'un qui est vraiment très loin, on va dire, de la ligne hiérarchique, on pourrait se dire bon bah le patron c'est un gros con, mais il défonce les tout petits tout en bas de l'échelle, on va dire, de la hiérarchie sociale de l'entreprise. Allez, admettons. Bon, déjà, moi, je trouverais ça très discutable de dire que ça passe. Vraiment très discutable. Mais quand même vous êtes, on va dire, un élément, on va dire, relativement extérieur à l'entreprise, même là, vous avez des comportements qui sont extrêmement inadaptés et qui sont totalement abusés. Et encore une fois, c'est de manière récurrente que ça arrive. C'est pas quelque chose de commun. C'est vraiment pas quelque chose de commun. Et vous avez tout un tas d'actions en plus qui sont illégales, qui sont faites par les entreprises, et ils en ont rien à péter. Même quand vous leur dites non, ça t'as pas le droit, et même quand vous leur prouvez par A plus B que ça c'est illégal et qu'ils n'ont pas le droit, vous en avez un certain nombre qui ne vont même pas se démonter, qui vont dire non mais si, mais de toute façon la justice ça s'en bat les couilles, allez vas-y c'est bon, fais ce que je te dis. Je sais que dans un autre cadre encore, toujours avec ma casquette de psychologue social du travail, j'étais là pour une autre mission en gros, il fallait que je fasse tout ce qui était sécurité, plan de sécurité, ce genre de choses au sein d'une entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que je faisais des témoignages, j'avais des retours, des interviews pour un certain nombre d'employés pour savoir un peu leurs conditions de travail, et ainsi de suite, à quoi ils étaient confrontés comme danger, comme risque. Et le fait est que la RH voulait savoir le nom des personnes que j'avais reçues en entretien et voulait savoir qu'est-ce que ces personnes avaient dit en entretien, sachant que ces entretiens sont confidentiels. Donc, qu'est-ce qui est important dans le mot confidentiel ? Eh bien, tout le mot confidentiel est important. Ça veut dire que la RH, elle n'a pas à savoir qui m'a dit quoi et qui était là exactement pour me dire tel ou tel truc. Elle n'a pas à le savoir. C'est pas son taf, elle n'a pas le droit de le savoir, et justement, les personnes, quand je reçois en interview, justement, ont cette sécurité de savoir que leur témoignage va être anonymisé, leur témoignage va être confidentiel, il n'y aura que moi et cette personne qui témoigne qui sait ce qu'elle a dit. Personne d'autre ne saura que c'est elle spécifiquement qui a dit ça, justement pour pouvoir libérer la parole et pour que justement les réelles conditions de travail puissent émerger, et que moi, mon travail en tant que psychologue social du travail des organisations, qui établit justement un bilan de l'état du travail et de ce qu'il faut faire attention, de ce qu'il faut améliorer, et ainsi de suite au sein de l'entreprise, puisse être fait, on va dire, avec des vraies données. Parce que si vous dites pas que c'est anonymisé et que vous ne conformez pas le fait que c'est anonymisé, s'entend, les gens ils vont pas vous parler en fait, ils vont pas vous dire ce qui réellement va pas. Ils vont d'eux-mêmes se bloquer. Et si vous avez des personnes qui notamment font du management très agressif, très oppressif, ça va totalement passer à côté, alors que c'est probablement le truc le plus important qu'il va falloir contrôler en fait, et qu'il faudrait justement travailler dessus.
potentiellement donner des formations à la personne, voir selon la gravité des faits, peut-être même aller jusqu'à une sanction et à virer tout simplement la personne qui a des comportements inadaptés. Et ça, c'est quand même ouf que vous avez des personnes qui sont des RH, qui sont formées normalement à ces questions-là, du point de vue de la légalité, qui en ont rien à péter de la légalité. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. Moi, dans mon travail, je l'ai eu plein de fois. Et c'est pas sans raison qu'aujourd'hui, je suis streamer et que depuis bientôt 2 ans, en mai ça fera 2 ans, je suis streamer. C'est pas sans raison. C'est parce qu'en tant que psychologue social du travail, je devenais fou. Je pétais un câble. Quand je voyais l'état du monde du travail et dans quelles conditions à chaque fois je me retrouve à galérer, à être en combat constant avec des personnes qui sont à la direction et qui vont mais freiner des cas de fer, alors qu'ils sont juste censés respecter ce truc basique, et que vraiment ils veulent pas, ils s'en foutent, ils ont juste envie de gagner leur thune et puis basta. Si les mecs ils crèvent, ils en ont rien à péter, si les mecs ils deviennent fous et qu'ils se suicident, ils en ont rien à péter. Enfin, ça vous rend mais vraiment mal, hein. Et moi j'en étais malheureux, alors qu'à la base j'aime mon métier, j'adore la psychologie, sociale, c'est quelque chose dans lequel je me réalise énormément, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais des lives de lecture de sciences sociales, que je fais de la vulgarisation de sciences sociales, c'est parce que c'est des domaines et c'est des questions qui m'intéressent énormément, qui me plaisent énormément de travailler. Et quand vous vous rendez compte que dans votre travail en tant que psy, en fait au final, littéralement, tous les acteurs un peu importants qui peuvent avoir un impact n'en ont rien à péter, vraiment vous envoie chier, voire là sur la fin de mon travail en tant qu'agent extérieur, en tant que... j'ai plus le terme, ça fait 2 ans, vous voyez que j'oublie même les termes, en tant que... Non, j'ai plus le terme. Bref, en tant que personne qui intervient dans les entreprises, les patrons et les RH commençaient à se passer mon nom pour leur dire attention, lui il creuse trop, il fait chier lui. Parce que plusieurs fois ça m'est arrivé aussi, il y a des patrons, d'ailleurs ça m'est arrivé avec la fameuse RH que je vous disais juste avant qui voulait savoir les trucs confidentiels alors qu'elle n'avait pas le savoir, elle me demandait à faire des rapports où je montrais pas certains problèmes, ou que je disais que ce qu'il faisait c'était bien, c'est bon, tout va bien. Alors que très clairement, sur ces questions-là, non, il y avait plein de problèmes qu'il fallait prendre en compte parce que sinon ça allait être vraiment très très problématique. Et à côté de ça, il y avait pas mal de mesures qu'ils avaient fait qui étaient totalement inefficaces et qui servaient à rien en fait. Et donc du coup, vouloir aller dans leur sens, je suis désolé, mais non, moi je suis pas là pour aller dans leur sens. Moi je suis là pour faire un travail où, en l'occurrence, j'analyse, j'observe, j'analyse et je porte les conclusions qu'il y a et les recommandations qu'il faut faire en fonction de ce que je vois et de ce que je constate. S'il y a un truc qui va pas, c'est mon travail en fait de dire que ça va pas. Et en fait, tu te rends compte sur la fin que ces personnes, en fait, ces RH, ces patrons, ils s'envoient dans leur réseau, parce qu'ils ont des réseaux de communication, hein, ils s'envoient les infos entre eux pour dire attention, tu vois, ce psy-là du travail, lui, il creuse trop. Lui, il va pas aller dans ton sens. Si tu lui dis de pas parler de ça, lui, il va quand même le faire. Il en a rien à péter. Et justement, ils essayent de te couper un peu sous le pied. Et par contre, à contrario, ils vont mettre en avant les professionnels, qui du coup, je dirais entre guillemets, bref, qui eux, par contre, n'ont absolument aucun problème à mettre certaines choses sous couvert ou à faire de l'emphase sur certains des processus qu'ils mettent en place et à dire ah oui, c'est très bien, ça marche très bien, alors que en vrai, tu constates que non, ça marche pas. Bonjour Kokoro, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est en train de parler du monde du travail, c'est vachement bien. Comme à chaque fois, vous constatez que dès que dans des livres qu'on fait ou dans un article qu'on fait, on parle du monde du travail, là tout de suite je pars direct. On sent qu'il y a une certaine frustration en moi de mes dernières années de travail en tant que psy. On sent que vraiment j'ai un peu quelque chose qui a besoin de sortir. T'as déjà été dans une entreprise, un service où ça se passait bien, où ils faisaient bien les choses? Alors j'ai déjà vu des services où ça se passait bien dans certaines entreprises. Il y a parfois des conditions qui font que ça se passe très bien. Typiquement, il y a une entreprise, celle où il y a la RH, la fameuse RH qui posait problème, qui voulait savoir des trucs qu'elle n'était pas censée savoir, où il y a un service où ça se passait très bien. Et ça se passait très bien pour une simple raison, c'est que la chef de service a juste dit très clairement à la RH « Va te faire foutre, tu mets tes pieds dans mon service, je te défonce. Tu viens essayer de faire n'importe quel petit changement ou quoi, sans me consulter et sans que je te donne mon accord, je te défonce. Tu fais quoi que ce soit derrière mon dos, je te défonce. Point. » Et au final, ce qui s'est passé, c'est que la RH déteste cordialement et très profondément cette chef de service. Cette chef de service déteste très profondément et cordialement cette RH, mais dans les faits, en fait, ce service est extrêmement bien géré. Ce service notamment, étonnamment, je vais vous dire un truc qui va être étonnant et qui va être pas du tout en raccord avec ce bouquin. Étonnamment, ce service, il fait un truc très con, c'est que la chef de service, en fait, elle rééquipe
toute son équipe travaille ensemble pour préparer ensemble qu'est-ce qu'ils font dans leur service. C'est un truc qui est con, on pourrait appeler ça presque de l'autodétermination et de la gestion collective des choses. C'est étonnant, hein. Et pour le coup, du coup, ça se passe vachement bien, un peu comme si les gens, ils avaient un réel impact sur leur travail, et que du coup, ils pouvaient vraiment adapter leur travail et les conditions de leur travail à leurs besoins et à leur réalité du travail. Putain, c'est con, hein, on dirait que ça marche. Putain de merde. Ah zut alors, si seulement les autres avaient vu ça. Enfin bref, donc voilà, ce service-là, pour le coup, marchait vraiment mais très très bien. Étonnamment, il marchait vraiment très très bien. Mais pour le coup, t'as toujours des constats que t'as 2-3 services où ça se passe bien. Et il faut qu'il y ait les conditions pour. Et les conditions pour, généralement, c'est tout simplement que t'es une des personnes qui est dans la direction, qui protège, qui va en fait donner un cadre, qui va donner un contexte qui permet justement d'avoir ces bonnes conditions d'émerger en fait. Mais du coup, c'est très particulier. Et généralement, t'as besoin, voilà, encore une fois, d'avoir quelqu'un de la direction qui permet que ça existe. Parce que c'est toujours le problème, c'est qu'on est dans un système qui est très horizontal au niveau de la gestion des choses. Et du coup, ça pose... pas horizontal, vertical, pardon. On a une gestion du monde du travail et de l'organisation qui est très verticale, ce qui fait que globalement, si tu as quelqu'un à la direction qui dit non, vous n'allez pas faire ça, il a les moyens, il a le pouvoir de venir bloquer les choses. Et c'est ça qui pose problème, hein, d'ailleurs. Hein. Il manque ce problème, enfin, il manque cette cohérence et ces échanges en fait entre la base du monde du travail et le haut du monde du travail. Dans une entreprise, quand tu as justement des patrons qui peuvent venir imposer une manière de faire, un certain standard et ainsi de suite, alors qu'ils sont très très loin de la réalité que vivent les travailleurs, qui ne vivent pas, qui ne voient pas les conditions, qui ne voient pas la tâche et ainsi de suite, ça donne des standardisations qui ne sont pas adaptées et du coup qui posent de plus en plus de problèmes, ce qui fait qu'ils sont de plus en plus amenés à vouloir changer les choses, à vouloir imposer d'autres standards en se disant on va régler les choses, sauf qu'au final à chaque fois de plus en plus c'est décalé, ça ne marche pas et c'est ça tout le problème. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le bouquin de Dujarrier, dans le livre de Dujarrier. Justement avec les planeurs, c'est exactement ce qui est décrit. C'est que vous avez des personnes qui vont planifier, organiser le monde du travail, on va dire de la base, mais ils sont tellement éloignés, ils sont tellement dans d'autres conditions qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas, et ils vont prescrire un travail qui ne correspond pas au travail réel. Exactement ce que dit Kokoro Dream. Le travail prescrit et le travail réel, ce sont deux choses différentes. Et le problème, c'est que quand le travail prescrit est prescrit par des gens qui ne sont ni de près ni de loin proches de cet endroit-là, c'est très compliqué en fait de prescrire un travail qui est adapté au réel. C'est très 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 compliqué, voire même totalement impossible. Parfois ça peut être fait exprès, c'est vrai probablement, mais dans plein de conditions, en fait c'est même pas fait exprès. Les gens sont convaincus qu'ils font ce qu'il faut faire et qu'ils mettent en avant les bonnes conditions, et c'est juste qu'ils se rendent pas compte que c'est absolument pas adapté et complètement pourri. Malheureusement. Est-ce que t'as aucun moyen d'être subversif tout en jouant le jeu des ressources humaines, genre au lieu de parler du bien-être pour une modification des organisations, mais plutôt de productivité et performance? Alors oui, tu es obligé de faire ça. Moi j'étais obligé de le faire, hein, de toute façon dans mes dossiers, dans mes rendus, dans mes recommandations, je tournais toujours, notamment mes phrases de conclusion ou d'accroche, par rapport à la performance, par rapport à la productivité. J'essayais de mettre en avant que, au-delà du bien-être au travail, si tu fais telle ou telle recommandation et que tu l'appliques, il y a des chances en fait que justement tu améliores les conditions de travail, ce qui va leur permettre d'améliorer leur rentabilité, ce qui va permettre d'augmenter la productivité, la performance, et ainsi de suite. C'est forcément sur cet angle-là que tu es obligé d'attaquer. Dans la très grande majorité des cas, en fait, dans 99% des cas, de toute façon, ton client, donc le patron, ou les patrons, si c'est par exemple un conseil, si c'est des administrateurs ou quoi, enfin bref, la personne qui t'a engagé ou les personnes qui t'ont engagé, de toute façon, ils ne raisonnent qu'en ça. S'ils ne t'engagent, c'est pas parce qu'ils veulent le bien-être. En général, ils en ont rien à péter. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Royal. Tu viens leur dire que tes employés, ils sont malheureux. Franchement, il faudra améliorer ça. Eux, ils vont dire et le chiffre, hein? Enfin non, parce que ce qui compte, c'est le chiffre. Au pire, ils sont malheureux, donc ils sont moins efficaces, donc on les vire et puis on en prend des nouveaux. Tu vois, c'est limite ça, et ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de retour en plus, hein, dans ces eaux-là. Donc tu vois bien que malheureusement, si tu attaques sur cet angle-là, ça marchera pas. Donc tu es obligé d'attaquer sur cet angle justement du performance, de la productivité. Tu es obligé. Tu vas le tourner comme ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire différemment, malheureusement. Donc tu attaques comme ça. Mais derrière, même comme ça, en fait, il y a plein de comportements et de visions qui sont totalement inadaptés dans le monde du travail, notamment en France, mais encore une fois de manière plus générale dans le monde occidental, on va dire, qui font qu'ils vont avoir des résistances. Même quand tu vas leur montrer justement la performance, la productivité, la première réflexe qu'ils vont te dire c'est oui, alors vous nous recommandez par exemple de faire tel changement.
Oui, mais ça nous coûterait tant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de couper un peu les coûts? Est-ce que du coup on peut pas faire plutôt cette demi-mesure là ou cette tiers de mesure là plutôt? Ça coûterait moins cher, ça serait bien. Je prends un exemple concret. On a un petit problème de gel des salaires dans notre entreprise parce qu'on est en train de faire construire une grosse structure dans laquelle on va déplacer notre société parce que nos locaux actuels sont trop petits. Voilà, donc les salaires sont gelés. Ce qui fait que les employés sont en train de gueuler sa mère, hein, globalement, parce que ils aimeraient bien en fait être augmentés, tout ça, ce genre de choses. Hein. Et moi, ma recommandation, c'était donnez-leur une prime. On arrive en fin d'année, donnez-leur une prime. Quel a été le retour de l'entreprise? Oui, alors attendez, une prime, c'est compliqué quand même. Vous savez ce qu'on va faire? On va montrer aux employés qu'on tient à eux. On va leur offrir des bouquets de fleurs. Enfin, juste aux femmes. Voilà. Tu tournes du coup sur le côté productivité à la base pour le vendre le truc. Tu leur dis, bah non, la prime, en fait, ça va permettre de les redynamiser. Ils vont se sentir plus valorisés. Donc, du coup, ils vont être plus productifs. Ils vont avoir une meilleure performance parce que ils sont satisfaits, en tout cas un peu plus. Ils prendront en compte que vous les avez entendus, que vous les écoutez, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils te disent, oui, d'accord, on comprend l'idée, mais on va pas faire ça. On va juste leur filer des fleurs et juste aux femmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et t'as la moitié des employés qui gueulent parce que du coup ils ont rien eu ou ils ont reçu des fleurs. Tu as l'autre moitié qui dit que en fait quitte à dépenser de l'argent pour filer des fleurs alors que c'est des fleurs coupées qui sont mortes dans 3 jours, pourquoi ne pas avoir donné même 10 € en fait en prime? Même ça ils l'auraient pris, surtout que du coup ça a fait une grosse dépense auprès d'un fleuriste pour acheter des fleurs qui vivent 3 jours, enfin ok. Qu'est-ce que ça rapporte des fleurs? Quelle est l'utilité pour l'employé de recevoir des fleurs? Franchement, j'en fais quoi de tes fleurs? Je les mange? Non, pas spécialement. Et au-delà de ça, pourquoi les femmes? Et pourquoi les hommes, niquez-vous? Tu vois, et au final, qu'est-ce qui se passe? Tes employés, ils gueulent étonnamment. Et après, ils sont partis en grève. C'est con, c'est comme quoi. Bref, voilà. Donc, bon. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'ai vécu dans des entreprises où tu fais une recommandation et puis tu vois la direction qui te dit oui, non, c'est pas con, mais on va faire une demi-mesure du cul et puis au final, tout leur pète à la gueule. Et après, ils se retournent vers toi et ils te disent oh non, mais c'est vous qui avez fait une recommandation de leur faire un cadeau, pourquoi est-ce que du coup ça n'a pas marché? Et t'es là en mode non, mais je vous ai pas dit de faire un cadeau en fait, je vous ai pas dit de filer des fleurs, enfin. Voilà. C'était ça, moi, l'année dernière. Tu vois, c'est. Voilà. Je suis ouvrier frérotte. Qu'est-ce que frérotte? C'est quoi ouvrier frérotte? Je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi frérotte? Je connais pas le mot. Le féminin de frérot. Ah. Je n'y avais pas pensé. J'avoue, j'y avais pas pensé. D'accord. Je ne savais pas que c'était un mot qui était utilisé. Je connais pas du tout l'expression. Pour le coup, je ne connais pas du tout l'expression. Mais ok, c'est mignon, frérotte. Non, parce que moi, du coup, je suis en train de penser à tout ce qui est fraiseuse et compagnie, du coup, à des outils, en fait. Je suis en train de me dire, mais attends, il fait quoi, du coup il perce des murs, il est spécialisé dans quoi? Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est comme travail, ça? Ouvrier du bâtiment, c'est ça? Spécialisé dans un truc particulier? Je n'avais pas le terme, désolé. Du coup, je vais reprendre un peu la lecture. Donc là, on était après le témoignage. Je suis intérimaire, éboueur et saisonnier agricole. D'accord, ok. Je reprends donc un peu la lecture. Donc après le témoignage, on va isoler un petit peu les besoins de la personne, donc de la vendeuse en l'occurrence. Si on regarde rapidement les besoins de la vendeuse, voici comment ils semblent être sapés. Besoins physiologiques. Ils sont sapés par l'interdiction de boire de l'eau, l'interdiction d'aller aux toilettes à sans convenance, l'indifférence quant à sa souffrance physique, les meubles lourds à porter, l'interdit de prendre des médicaments contre la migraine. Par contre, les commerçants voisins tentent de l'aider à subvenir à ses besoins physiologiques en écartant la patronne. Besoins de proximité sociale. Ils sont sapés par l'indifférence aux besoins physiologiques, par les accusations, les dévalorisations, l'absence de reconnaissance, l'absence totale de confiance. Par contre, les commerçants voisins, en reconnaissant l'injustice et en tentant de l'aider, permettent de ralentir le sapage. Besoin de compétences. Il n'y a aucun feedback positif, ni même informatif, que des feedbacks d'échec, quand bien même l'activité est bien réalisée, malgré des conditions difficiles. Il y a des injonctions paradoxales.
Par exemple, la présence du tabouret, mais l'interdiction de l'utiliser. Donc du coup vous avez pas mal de choses. Besoin d'autonomie, totalement sapé par la surveillance quasi constante par les divers interdits concernant la résolution des besoins physiologiques élémentaires. Si on regarde les besoins de la patronne, on en déduit aussi du sapage. 1. Besoin de sécurité. Visiblement il semble sapé, mais nous n'avons pas les informations nécessaires pour en savoir les raisons, puisqu'elle perçoit la vendeuse comme une menace constante, alors que celle-ci ne semble pas du tout l'être. Elle fait le travail, comme demandé, et ce, malgré des conditions insupportables. Un besoin de proximité sociale. Il est auto-sapé par sa méfiance constante envers la vendeuse et les actes anti-besoins qui détruisent toute émergence d'une relation moins respectueuse. Besoin de compétence. Il est auto-sapé par la méfiance qu'elle a envers sa vendeuse, puisqu'elle se sent alors obligée de passer son temps à la gérer, à la surveiller, plutôt que de s'atteler à une activité qui nourrirait son besoin de compétence, améliorer son entreprise via la créativité, l'innovation, l'expérimentation d'autres produits, de modes de fonctionnement, améliorer la relation avec ses clients, donner de nouveaux buts à l'activité, etc. Besoin d'autonomie. Il est auto-sapé par la persistance à vouloir contrôler, se méfier, dominer la vendeuse. Cela occupe toute son attention, cela l'aliène, elle est prisonnière du système de pensée autoritaire. Elle ne peut pas voir les opportunités intéressantes ou les zones de liberté à explorer qui pourraient être enrichissantes, comme des liens sociaux plaisants par exemple, ou tout ce qui peut être lié au nourrissement de son besoin de compétences. Pour les commerçants aidant furtivement la vendeuse à regagner son autonomie, au moins le temps qu'elle puisse subvenir à ses besoins physiologiques, autrement dit en faisant du hack social compatissant. Il est difficile de jauger leurs besoins en général, mais l'acte d'aide furtive nourrit très certainement leurs besoins fondamentaux. En termes de compétences, ils mettent en œuvre des compétences sociales astucieuses, qui ont un but clair, pertinent, censé aider la vendeuse, qui ont un feedback positif immédiat, la vendeuse va mieux, elle est reconnaissante. Le but qu'ils se sont donné est rempli, leur acte fonctionne, donc leur besoin de compétences est sans doute satisfait. Autonomie. Personne ne les a obligés à faire cet acte d'aide, ils l'ont décidé d'eux-mêmes et mené selon leur stratégie, leurs compétences. C'est un acte volontaire, conscient des interdépendances sociales. Ils savaient qu'ils pouvaient aider à cette situation, bien qu'ils auraient pu aussi ne rien faire. Qui, de plus, est fait uniquement pour lui-même. Les commerçants n'ont pas eu ce comportement d'aide pour une récompense, mais simplement pour lui-même. Proximité sociale. Ils ont reconnu les problèmes que posaient les interdits de la patronne, ils ont reconnu la souffrance de la vendeuse, ils ont agi pour y remédier, d'une façon qui ne soit pas sapante. Ils ont astucieusement occupé la patronne. Cela comble leur besoin de proximité sociale, en ce sens que leurs actes les ancrent encore plus dans la situation sociale d'une façon qui a du sens, qui est importante, et cela crée de nouvelles relations positives, avec la vendeuse, comme avec la patronne d'ailleurs, quand bien même il y a une forme de duperie, et qu'elle est faite de façon non sapante. J'ai repris des études en psychologie justement, et j'espère que ça te plaira. Il y a une strat en marketing pour éviter ce genre de problème, ça s'appelle la stratégie interne. On considère les employés comme des clients et on leur donne la même attention que les clients pour qu'ils puissent travailler mieux, car on fait attention à eux. On règle leurs problèmes et on satisfait leurs besoins. Oui, ça existe et je pense que malheureusement ça reste discutable parce que, encore une fois, on a une vision utilitariste. On a une vision où on va avoir encore ce point de vue de il faut que ça nous rapporte. En fait, on va continuer à construire sur le fait qu'il faut que ça satisfait nos petits besoins à la con à nous. Et c'est là où ça pose problème, c'est un peu ce que justement essaie de dire l'autodétermination, c'est que justement on va remplir différents besoins et que tous les besoins ne doivent pas forcément avoir à être pris avec la même attention. Par exemple, le besoin de sécurité, trop souvent il peut amener à avoir des comportements totalement inadaptés avec d'autres. Et en fait, ce focus dessus, ça ne nous permet pas de nous focus sur d'autres besoins qui, s'ils étaient remplis, feraient disparaître en fait ce besoin de sécurité. Et c'est là où ça pose problème, c'est que du coup avec une stratégie de marketing comme tu le décris, c'est vrai qu'effectivement on va peut-être un peu mieux traiter tes travailleurs, c'est vrai, ok, mais tu restes dans ta vision utilitariste et du coup tu vas continuer à avoir en fait des comportements et un point de vue qui va pas être adapté et qui va conduire forcément à des abus, encore et encore et encore. Parce qu'en fait tu vas rester dans ta vision de, en fait là qu'est-ce que tu satisfais. Et c'est ça le problème. C'est un outil, tout dépend de ce qu'il utilise. Oui et non, tu as des outils, c'est vrai, et ça c'est pas forcément que un outil, ça c'est une vision aussi. C'est là où ça pose problème, c'est que c'est pas juste un outil, c'est pas juste quelque chose que tu peux prendre ou ne pas prendre, faire avec ou faire sans. C'est que ça induit une vision, ça induit une manière de traiter les informations que tu reçois. Et c'est pour ça que pour moi ça pose problème. C'est exactement comme tout ce qui est justement développement personnel. Le développement personnel, à la base, on part d'un outil, on part de la SDT, qui en soi d'ailleurs a aussi une certaine forme de vision de choses, en l'occurrence. Mais bref, dans le développement personnel, justement, tu vas utiliser ton outil, tu vas lui donner une vision particulière. Tout concerne et tout est centré sur l'individu. Finalement, ses échecs comme ses réussites, tout dépend de l'individu, envers et contre tout. Alors qu'on sait que foncièrement, factuellement, c'est faux.
énormément, la grande majorité des choses vont dépendre du contexte. Et du coup, c'est là où il y a un gros problème avec le développement personnel qui va mettre vraiment une emphase absolue et essayer de tout tourner par rapport à ce que toi tu fais de ton point de vue personnel individuel, qui n'est pas cohérent et qui n'est pas fonctionnel. Et c'est là où du coup tu es plus sur un outil en fait. Tu es plus dans un outil à partir du moment où c'est pas qu'une question d'outil, mais c'est aussi une manière de traiter et d'analyser les informations que tu reçois et du coup qui va formater ta manière de voir et de percevoir les informations et de les traiter. C'est là où ça pose problème pour moi. En fait, c'est dans ce sens-là où ça pose problème pour moi. Parce qu'en fait, ça va t'empêcher de voir d'autres choses. Et de fait que ça va t'empêcher de voir d'autres choses, ça va pas te permettre d'avoir toutes les données et ça va potentiellement t'amener à aller dans un cul-de-sac, on va dire. Le travail est interdépendant. Du coup on va s'arrêter là pour la petite VOD parce que ça fait déjà 2 heures qu'on papote sur le texte, qu'on lit et qu'on avance. On était page 93, on est page 107, donc mine de rien on a quand même avancé. Après il y a pas mal de pages blanches, on va pas se mentir, vu qu'on a changé de passage à certains moments, on a fini des parties. En tout cas on a quand même bien papoté dessus, c'était la reprise des live lectures, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, petite voyage de YouTube, et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine VOD.